Oui, alors bonjour et bonsoir donc pour le petit webinaire du 30 avril 2020. Donc il est 20 heures heure de France, 14 heures heure du Québec. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que finalement l'excitation monte en vous puisque bon, tout doucement le printemps se place de plus en plus fortement, l'été approche de plus en plus fortement aussi. Je sais qu'en France il fait beau, ici au Québec ça commence à fondre la neige, donc on commence à sentir aussi la belle température qui commence à se pointer le nez aussi. Et puis en plus, le déconfinement qui approche, donc c'est encore plus excitant hein, de constater ça, même si ça fait progressivement, on s'entend. Donc, il y a Flo qui propose ici bon, que je partage l'action d'un collectif d'avocats français qui intente une action contre le gouvernement français. J'y pense car je pense que seule l'élévation de conscience, la méditation ne peuvent pas contrecarrer les actions de corruption du gouvernement et je le fais dans une intention pacifique. Alors, c'est une question intéressante. On va aborder le sujet de cette façon-là parce qu'évidemment, j'ai fait pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un petit vidéo sur les fake news. Parce que moi-même, j'ai subi ça hein, il y a plusieurs années. Ça m'est arrivé à deux, trois reprises hein, que je me suis retrouvé dans des situations où des gens ont, euh, m'ont trompé finalement, puis m'ont mis dans des situations, dans des émissions, en fin de compte, dans lesquelles j'étais perçu comme un hurluberlu ou comme un charlatan, etc. Donc, c'est ça, dans ce sens-là, évidemment, les gens qui voyaient ça, ben, ils disaient, ben, c'est un charlatan, alors que finalement, tout ce qui était présenté a été monté pour créer cette impression-là. Donc, c'est sûr que les fake news, ben, quelque part, il faut être attentif à ça. Euh, je vais donc aborder un peu le sujet que Florence propose parce que quelque part, c'est un sujet qui est assez important, je trouve, finalement, parce que, et j'en ai parlé également, je pense, dans d'autres vidéos, mais je vais quand même en parler parce que ça touche qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'être humain par rapport à ce qu'on pourrait appeler le grand changement, ce qu'on pourrait appeler hein, la transformation quelque part que l'être humain doit envisager. Alors, je sais qu'actuellement, sur l'Internet, il y a beaucoup de gens qui vont parler de complot. Et on sait que le complot, il faut surtout pas dire quelque chose qui va dans le sens différent de ce que les autres personnes, que le gouvernement ou en tout cas les nouvelles classiques expriment, parce que souvent c'est mal perçu. On va tout de suite dire, ah, t'es un complotiste, etc., etc. Et ça va finalement donner l'impression qu'on n'est pas sérieux. Alors, ce que j'aimerais donc dire par rapport à cette notion-là, finalement, c'est que la position que moi j'ai, et là je vais parler avec le chapeau de celui qui fait la pleine conscience intuitive, parce que je suis un humain et je comprends quelque part qu'il y a des choses qui peuvent nous révolter, qui peuvent nous rebeller et qui peuvent nous amener plein de réactions émotionnelles. Mais j'aimerais quand même ramener ça à un niveau de la pleine conscience intuitive et de l'aspect du chamanisme, hein, de toute la tradition spirituelle aussi qui est derrière ça, en nous rappelant un certain nombre de choses. Flo me dit, je veux présenter ce truc-là parce que justement, bon, le fameux partage d'action d'un collectif d'avocats qui tente une action contre le gouvernement français, j'y pense parce que seule l'élévation de la conscience, la méditation ne peuvent pas contrecarrer les actions de corruption du gouvernement. Alors, on va commencer avec ça. Tu as totalement raison. J'ai jamais dit, moi, personnellement, que simplement faire de la méditation ou élever sa conscience allait permettre euh, elle a amené une transformation collective. Il s'agit d'une transformation individuelle, pour commencer. Donc, la transformation individuelle, de quelle façon qu'elle se situe? Elle se situe par rapport à la position d'alignement. La position d'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est une position où moi, j'ai deux pieds sur le sol et j'ai la tête vers le ciel et je suis aligné. Aligné, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en état d'horizontalité. L'horizontalité fait quoi? C'est la position où moi, je prends mon énergie et je ne la garde pas avec moi, je interagis avec l'extérieur. Et cette interaction-là, qu'est-ce qu'elle va entraîner souvent? En psychologie, on appelait ça le phénomène de projection. Je projette ce qui est en moi vers l'extérieur. Et de cette façon-là, bien évidemment, j'attribue à l'extérieur plein de choses, j'interprète la réalité extérieure avec le regard que j'ai. C'est un processus qui se présente. Et la physique quantique, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Elle dit, nous créons la réalité. Alors, c'est intéressant parce que si cette notion de phénomène de projection, c'est quelque chose que moi je projette vers l'extérieur et que la physique quantique nous dit qu'on crée la réalité, mais ça nous amène à se dire, mais finalement, ce qu'on observe actuellement dans le monde, ben, d'une certaine façon, on y participe. On y participe. Donc, l'idée dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de retrouver cette position de verticalité. C'est-à-dire que plus je suis dans une verticalité, plus je suis capable d'assumer l'être que je suis et que je ne gaspille pas mon énergie vers l'extérieur, que je ne me fasse pas happer parce que l'extérieur me propose,
que je ne me mets pas à investir mon énergie dans le monde extérieur en perdant pied, ben à ce moment-là, je suis dans cette position de verticalité qui fait que j'observe la situation. J'observe ce qui se passe. Alors, dans cette position-là où j'observe ce qui se passe, je peux agir intelligemment. Il y a une conférence que j'ai donnée récemment dans le cadre d'un ami à moi qui a une organisation en Bretagne, en France, qui s'appelle Jaune Turquoise, et je fais une conférence qui s'appelle Découvrir les 7 grandes étapes permettant le grand changement. Et ça, c'est disponible sur YouTube si vous voulez la visionner. Et ce que je voulais faire dans cette conférence-là, c'était de présenter donc quelque chose de très concret. Et là, Flo, quelque part, je ne suis pas en train de parler de quelque chose de on va faire de la méditation, on va élever sa conscience. Non, 7 étapes qui permettent à un être humain de comprendre de quelle façon il peut envisager que lui, individuellement, puisse entreprendre le processus dans lequel il puisse, lui en tant qu'individu, peut-être éventuellement collaborer avec d'autres individus, mais amener donc un changement à prendre forme. Et ces 7 étapes-là, je peux prendre peut-être le temps de les dire très brièvement. La première, c'est que quand je me lève le matin, pourquoi moi je me lève le matin? Ben, je me lève le matin parce que quelque part, soit parce qu'il y a des obligations, parce que ben, il faut que je me lève, je dois travailler, tu vois, il y a cette notion de routine qui n'est pas heureuse. Mais il y a une autre vision de cette idée de se lever le matin, de se dire, ben, finalement, je me lève le matin parce que je suis excité de me lever ce matin, parce que j'ai des projets, j'ai des envies, il y a des choses qui me stimulent, qui me font plaisir, qui me rendent heureux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en état de vibration avec moi. Et cet état de vibration, ben, je pense que c'est important finalement de comprendre que quand je suis dans l'état de vibration et d'excitation, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de me lever le matin. Alors, la première question qu'on doit se poser individuellement, et là je m'adresse à chacun d'entre vous, hein, c'est est-ce que je suis le matin excité parce que j'ai envie de faire? Et que si je ne le suis pas, qu'est-ce que je peux faire pour renouer contact avec cette excitation qui va m'amener à un plan d'action? Le plan d'action, c'est que je me lève le matin et je prends le temps de prendre un papier, un crayon et regarder qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Parce que mon projet m'excite. C'est une étape essentielle. Alors, quand on est, je vous donne un exemple, ok? Moi, j'ai une vie plate, j'ai une vie ennuyante et il se produit ce qui se passe actuellement. Et moi, ma vie est ennuyante. Je suis frustré, je suis mécontent, j'ai un travail qui me déplaît. Et puis, je regarde les nouvelles. Et je ne parle pas des nouvelles classiques, je parle des nouvelles plus marginales. Je pense à toutes les nouvelles qu'on voit sur YouTube, etc., dans lesquelles on parle de complot, on parle de plein de choses qui peuvent être vraies, je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup d'éléments troublants qui peuvent nous amener à nous dire, ben, on est en train de se faire manipuler, on est en train de vouloir nous imposer un contrôle de plus en plus important, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments pertinents à ce sujet-là. Sauf que, ce que moi j'ai envie de vous faire comprendre là-dedans, c'est que la position qu'on a, nous, en tant qu'être humain, à ce moment-là, c'est que je ne suis pas dans une position en train de m'assumer. Quand je commence à mettre mon énergie dans toute cette histoire-là, je ne suis pas en train de me retrouver dans une position où je suis en train de me positionner par rapport à ma propre vie. Je suis en train de me positionner par rapport à ce que des gens me disent, et ça peut avoir bien du sens et tout ça, sauf que ça ne me met pas dans une position où moi, je suis dans mon pouvoir. Et c'est ça, quelque part, que la position de la pleine conscience intuitive, c'est que chaque individu, s'il se retrouve dans une position de pouvoir par rapport à sa propre vie, ben, il va être capable de réagir face à des situations extérieures, comme celles que ces personnes-là peuvent parler, mais ils vont le faire avec une volonté, justement, non pas de peur, ou de colère, ou d'agressivité, ou je ne sais quoi, mais on va apprendre justement à se déposer à l'intérieur de soi en reconnaissant qu'on est responsable, et cette responsabilité fait qu'on devient créateur. L'être créateur n'est pas un être qui va réagir comme un mouton, puis que quand je dis un mouton, on pourrait dire ça comme ceci. Le gouvernement voudrait bien qu'on soit mouton, par exemple. Maintenant, des gens, des influenceurs, peuvent très bien nous dire, ben, si tu réponds, n'écoutes pas ce que j'ai à te dire, si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, ben, tu n'es pas une bonne personne, je ne veux rien savoir de toi et je t'expulse. Alors, vous voyez que la notion de mouton, elle s'applique à tous les points de vue différents qu'on peut retrouver dans le monde. Donc, moi, si, par exemple, je suis le gouvernement, je suis peut-être un mouton pour certains, puis pour d'autres, je suis un bon citoyen. Et si je suis le mouvement de certaines autres personnes qui vont parler de choses et d'autres, par exemple, qui remettent en question le gouvernement, ben, je vais peut-être être perçu
par d'autres personnes comme étant une bonne personne, puis d'autres vont me trouver moins correct, vont me trouver complotiste, je ne sais quoi. Donc, vous voyez quelque part que tout ce processus-là, effectivement, de réactivité face au monde extérieur, est un processus justement dans lequel je déploie mon énergie pour la donner à quelque chose d'autre. Je suis un mouton d'une certaine façon, je ne suis pas dans une position de pouvoir. Le pouvoir, c'est quand je suis dans une position où je suis conscient que je suis en train de répondre à quelque chose qui me parle et dans lequel j'ai envie de partager. Parce que la deuxième phase, après le positionnement, c'est le partage, c'est créer un réseau. Et ce réseau-là, bien évidemment, m'amène à avoir envie, à quelque part, de pouvoir partager ce que j'ai comme projet et de pouvoir voir que d'autres gens peuvent avoir envie de partager avec moi ce projet-là. Et à ce moment-là, il y a une forme de collectivité qui peut prendre forme. La troisième étape va être évidemment incarner sa propre lumière. C'est-à-dire que moi, si je dis, ben voilà, je voudrais que tout le monde soit en santé puis que je suis malade, ben mon message ne passera pas. Mon message doit passer parce que j'incarne quelque chose qui est en accord avec qui je suis. Si je dis on devrait tous être en bonne santé puis bien manger, puis que moi, je mange mal, mais je ne suis pas en train d'incarner ma lumière. Si je ne suis pas dans une position de santé, je ne suis pas en train d'incarner ma lumière non plus. Donc, vous voyez quelque part que ces étapes-là, finalement, indiquent bien que moi, en tant qu'être humain, je peux m'exciter à prendre un plan de match dans ma vie qui me répond bien à mes valeurs. Je peux créer un réseau qui va me permettre donc d'épanouir qui je suis et je vais donc pouvoir incarner ce que je suis à travers ça, qui va faire que les gens vont me regarder et vont dire « Wow, cette personne-là, je l'estime, j'ai envie d'être comme elle. » J'ai envie d'être comme elle parce que je trouve qu'elle est extraordinaire, cette personne-là. Parce qu'elle incarne sa lumière. Et à partir de là, bien évidemment, moi, ce qui va arriver, c'est que je vais accueillir cette lumière-là qui est en moi, puis je vais accueillir ce que l'univers va me transmettre comme réponse. C'est-à-dire que la loi de l'attraction me rappelle que quand j'effectue une action dans le monde terrestre, ben, l'univers peut me répondre. Et quand je dis me répondre, l'univers, je veux dire par là que le principe de la loi d'attraction, la loi universelle de la vie, c'est que moi, j'émets à mon insu plein de choses. Et quand j'agis dans le monde de la matière, bien évidemment, il va y avoir des gens qui vont réagir à ce monde subtil-là. Il y a donc une forme de réaction-attraction qui va se faire, qui va faire que je vais rencontrer des gens, que je vais rencontrer des situations, etc., qui vont me confronter à mon projet, à ma volonté de vouloir progresser et avancer, puis je vais devoir finalement, sans doute, me réajuster à ce moment-là. C'est là qu'on va parler du créateur, la cinquième chakra, qui nous met en relation avec l'idée de créer quelque chose. À partir du moment que j'ai des obstacles, qu'est-ce que moi je peux faire pour créer quelque chose qui va mieux répondre à mes besoins, puis à mes demandes, puis à mon envie, parce que justement, je vois que les obstacles font que je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis obligé donc de créer quelque chose qui va m'amener à pouvoir envisager ce que je veux. La sixième étape, le chakra frontal, va me permettre d'envisager la possibilité de me dire, ben voilà, j'ai mis en place quelque chose et j'ai envie maintenant de le partager au monde entier. Donc, je vais élargir ma vision de mon projet pour chercher à l'appliquer au monde entier avec un lâcher-prise, avec l'acceptation que ce que je suis en train de faire, ben, quelque part, c'est de transmettre finalement ce que j'ai appris, ce que j'ai connu, ce que j'ai envie de partager avec le maximum de personnes. Et il y aura donc un maximum de personnes qui vont peut-être pouvoir finalement découvrir ce que j'ai à offrir à ce moment-là. Et la septième étape, c'est la réalisation. La réalisation me fait dire que je suis content de moi parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai été au bout de mon projet et je peux ensuite revenir à l'étape 1, qui est le positionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y a une espèce de boucle qui s'installe. Donc, pour revenir à la question, ce n'était pas une question, un partage que Florence voulait faire. Je voulais donc revenir là-dessus parce que je me disais que c'était un bon début pour commencer à parler de quelque chose. C'est qu'elle me disait, je partage l'action d'un collectif d'avocats français qui intente une action contre le gouvernement français. J'y participe car je pense que seule l'élévation de conscience et la méditation ne peuvent pas contrecarrer les actions de corruption du gouvernement. Donc, si on vient avec les 7 étapes de réalisation, ce que tu es en train de dire, Florence, c'est que tu as envie, tu te retrouves dans une position d'alignement. Là, je parle dans un contexte de pleine conscience. Tu te retrouves dans une position d'alignement. Tu te positionnes par rapport à des événements qui se passent en toi et tu te dis, qu'est-ce qui me met en vibration par rapport à ce qui se passe? Donc, je constate que ce que je pourrais faire, c'est de, par exemple, signer le collectif de ces avocats-là afin d'intenter une action contre le gouvernement français. Donc, je participe à ça parce que je crois que l'action que je suis en train de faire va permettre à ce collectif-là d'avoir encore plus d'impact parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont signer, c'est ce que j'espère. Et s'il y a beaucoup de monde, bien à ce moment-là, je vais avoir un impact plus important vers donc la France
et le gouvernement français, donc il y aura donc conséquences à ça, c'est-à-dire que le gouvernement français risque de se retrouver dans une position où il va, il va devoir donner des comptes à rendre. Alors, vous voyez, ça, c'est un processus qui m'amène à partir du moment que moi, j'ai fait l'action de signer le document. Ça veut donc dire, quelque part, que je me détache par rapport à ça et je dis, voilà ce que j'avais, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça veut donc dire, quelque part, que je retrouve ma position d'alignement et je peux passer à autre chose. Je peux mettre l'énergie ailleurs. Je n'ai pas focusé dans cette direction-là, puisque j'ai fait l'action qu'il fallait faire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, l'idée par rapport à cette question-là, finalement, c'est que les libérations de conscience et la méditation ne peuvent pas contrecarrer les actions de corruption, mais moi, ce que je dirais que l'idée, à quelque part, je veux dire ça comme ça, la guerre ne va pas contrecarrer les actions de corruption du gouvernement non plus. OK? Je veux dire par là que ce qu'on appelle les corruptions, c'est pas relié à un individu, c'est pas relié à un gouvernement, c'est relié à une condition humaine, ce qui n'est pas la même chose. La condition humaine, qu'est-ce que c'est? C'est des pulsions primitives que dont l'être humain se compose et ce que l'être humain a créé dans le monde entier, non pas seulement en France, c'est créer ces conditions favorables pour que la corruption existe. Alors, je ne suis pas en train de dire que la corruption, c'est normal, on doit l'accepter. Ce que je dis, c'est que l'être humain est rendu à un niveau de conscience qui ne lui permet pas d'accéder à autre chose. D'un point de vue collectif, le reflet que la société mondiale nous donne, je ne parle pas juste de la France, le mondial nous donne la même impression, c'est qu'il y a une corruption normale, là, quelque part, parce que la conscience humaine n'est pas capable de se proposer de vivre autre chose que ça. Et que bien sûr qu'on est en droit en tant qu'individu de se dire que c'est pas correct que ça soit comme ça, que c'est dommage, bien sûr. Puis on doit certainement envisager de faire des actions comme celles que ces personnes-là, ces avocats-là se sont permises de faire. Puis je sais qu'actuellement, il y a plusieurs autres voies aussi de contestation qui se font en France et ailleurs dans le monde, qui nous amènent donc à nous dire, ben nous, à quelque part, c'est quoi que moi j'ai envie de faire en tant qu'être humain pour me positionner en tant qu'individu, donc pour m'épanouir d'une façon plus créative et plus constructive en tant qu'individu. Mais bien sûr qu'en tant qu'individu dans une collectivité, je peux aussi me dire de quelle façon que je peux me positionner à l'intérieur de cette collectivité-là pour que moi j'ai un rôle significatif dans cette société-là. Et ce que tu proposes, Flo, c'est en ce sens-là, effectivement, une action qui n'est pas en désaccord avec l'idée de la pleine conscience ou l'éveil de sa conscience. Par contre, où est-ce que je vais te dire qu'il y a un danger dans tout ça, c'est que toi, Flo, par exemple, tu restes complètement omnibulé par ça et que tu sois en train de nourrir la notion de complot et de corruption du gouvernement et que tu sois constamment en train de focusser là-dessus. Là, à ce moment-là, tu perds ta fréquence et tu n'es plus dans une position de méditation, tu contribues à nourrir le conflit. Nourrir le conflit, c'est un peu comme dire, ben, la corruption ne devrait pas exister dans le monde. Ben, je suis désolé. Regardez les journaux, regardez dans le monde, qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste la France qui est comme ça, là. C'est partout dans le monde. On n'est pas en train de dire, mon Dieu, en France, vous êtes vraiment des êtres qui souffrent beaucoup plus que les autres. Je m'excuse. Tous les autres pays du monde ont à peu près le même problème. Et ça se vit à quelque part d'une façon collective. Donc, la corruption est un phénomène collectif. Et que moi, toi, tout le monde, nous faisons partie de cette collectivité-là. Donc, on interagit, on la nourrit à quelque part. Donc, la position de l'individu par rapport à ça, c'est cette position d'alignement où je me détache par rapport à la collectivité, puisque je comprends que la collectivité n'est pas en mesure de m'apporter de réponse, de satisfaction dans ma propre vie. Donc, je suis obligé, moi, de créer ma propre vie, parce que si je ne la crée pas, ma propre vie, je vais devoir finalement vivre la vie de la collectivité. Et comme cette vie de collectivité-là ne me convient pas, ben, je vais être malheureux. Donc, la position de la pleine conscience intuitive n'est pas strictement une question de je vais méditer puis je vais élever ma conscience. C'est une question de positionnement par rapport à la vie puis par rapport à des choix. Si moi, je m'entête à vouloir finalement mettre toute mon énergie pour qu'il n'y ait plus de corruption dans le gouvernement, ben moi, je te le dis tout de suite, tu perds ton temps. Parce que, par contre, si tu me dis, ben moi, je veux quelque part que ce gouvernement-là, il y ait quelque part des actions qui soient faites pour qu'il y ait une prise de conscience qui soit effectuée, pour qu'il fasse une réflexion, ben là, de plus de chances de réussite. Mais si tu veux enlever la corruption dans le gouvernement, ben le gouvernement qui est là, quand il y en aura un autre qui va être là, ben il y a un risque très élevé qu'il y ait de la corruption aussi. Et ainsi de suite. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'est pas rendu à une étape de notre évolution en tant qu'humain pour envisager que ça soit autre chose. On a le souhait.
Et c'est tant mieux, c'est déjà beau le souhait, parce que le souhait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en vibration avec l'idée que moi, je ne veux plus de corruption dans le monde. Ça, c'est le souhait que j'ai. Et là, j'ai le choix. Soit que je m'invente un bateau en me disant, un jour, hein, il n'y en aura plus de corruption dans le monde entier, etc. Puis j'attends ce jour-là. Je risque d'être très déçu parce que ça va prendre peut-être bien, bien du temps. Ou je me dis, ben moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux dans ce monde-là en me donnant des conditions favorables pour que mon propre bonheur puisse s'installer. En faisant ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'investir de ma propre énergie et de me construire ma propre énergie pour construire quelque chose qui fait que je ne suis plus en train de me faire happer par le social, par le collectif, mais me ramener vers mon individu et ma capacité justement d'être en élévation de conscience et en état d'alignement avec mon être. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Je l'ai fait pour bouger les choses. Est-ce OK dans cet état d'esprit? Ce ne sont pas des fake news, mais le fait que le gouvernement refuse d'utiliser le traitement, professeur Raoul, et poursuit des médecins. Oui, je suis au courant de ça, Flo. Effectivement, c'est des choses qui sont dommages, surtout que Raoul semble avoir une image plus valorisée dans plusieurs autres pays dans le monde. C'est une réalité. Maintenant, bon, la situation, évidemment, c'est que par rapport à ça, tu peux te dire, ben moi, je trouve pas ça. Moi, je suis convaincu que le professeur Raoul, puis il y a d'autres traitements également actuellement qui sont en train d'être reconnus, qui ont un impact aussi sur la maladie. Donc, évidemment, on peut se dire, ben oui, moi, j'ai envie de pouvoir faire une démarche dans ce sens-là. Et on le fait. On le fait, mais dans une position d'alignement. La position d'alignement veut donc dire que je ne vais pas prendre toute mon émotion, toutes mes émotions pour transmettre ça à ce gouvernement-là qui est corruption, que tu dis qui est corrompu. Parce que si je fais ça, je suis en train de perdre de l'énergie inutilement. Parce que l'énergie que je suis en train de mettre ne va rien changer. Si je dis, OK, je signe, mais à partir du moment que j'ai signé, je n'ai plus à mettre d'énergie dans cette direction-là, dans ce que tu décrivais du moins. Ça veut donc dire quelque part que je peux mettre mon énergie pour faire autre chose. Mais si je m'investis émotionnellement parlant et que je me perds dans la dimension émotionnelle de toute cette histoire-là, mais là, je suis en train de me faire happer complètement par la situation. Et là, je ne suis plus dans une position d'alignement. Je suis dans une position d'horizontalité dans laquelle je suis en résonance avec plein de choses. Et là, on tombe dans ce que j'appelle, moi, la matrice. C'est un terme, à quelque part, qui veut dire quoi? On part du principe que moi, je suis un être humain fait de chair et d'os. On sait qu'il y a un champ énergétique qui rayonne de l'être que je suis, tout comme vous avez. Et ce champ énergétique-là est en réseau avec des êtres humains, avec la planète, avec toute forme de structure vivante autour de moi et le ciel. C'est ce qu'on appelle une matrice. Maintenant, si on se rappelle maintenant ce que c'est que l'Internet, ce que c'est que Facebook, ce que c'est que LinkedIn et tous ces trucs-là, ben c'est un réseau aussi, l'Internet. Ce sont des réseaux. Et ces réseaux-là, quelque part, nous mettent en relation avec quoi? Ben, nous mettent dans une relation où on perd pied complètement parce qu'on se fait happer par la somme d'informations. Avant, il y avait un journal qui disait « Voici les nouvelles ». On l'écoutait, puis on se disait « Ah, mais maintenant je suis informé, je suis content ». On ne savait pas qu'est-ce qui se passait dans le monde. On avait ce prisme d'information qui nous était donné, qui était celui du journal ou du téléjournal ou de la radio, du radio-journal, etc. Et aujourd'hui, on découvre que il n'y a plus ça maintenant. Il y a 1 million de canaux d'information et ce million de canaux d'information ben, peut effectivement nous apporter des points de vue et ces points de vue-là peuvent nous amener à nous sentir happés par ces points de vue-là à un point tel qu'on ne sait plus, nous, à quelque part où se retrouver. Et c'est là que la pleine conscience intuitive a un rôle à jouer parce que se retrouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rendre compte qu'on est pollué. On est pollué par quoi? On est pollué par beaucoup de choses maintenant. On est pollué par les ondes électromagnétiques, les téléphones, on parle du 5G. Déjà, c'est une forme de source de pollution qui est reconnue aujourd'hui. On reconnaît que les gens qui sont hypersensibles aux champs électromagnétiques ne sont pas capables de fonctionner dans la vie parce que les champs électromagnétiques les affectent d'une façon importante. Donc, le 5G risque d'apporter encore des problèmes de cet ordre-là. On sait quelque part que l'alimentation, ben, on est perturbé par l'alimentation qui est transformée de plus en plus. La terre est de plus en plus pauvre, etc. La qualité de l'eau est de moins en moins bonne. On est envahi de toutes parts, en fin de compte. Avec l'Internet, maintenant, l'Internet nous apporte la possibilité d'avoir accès à beaucoup d'informations, mais en même temps, cette information-là, on ne sait plus c'est quoi la vérité. Et quand je dis ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que chaque personne qui dit quelque chose, elle le dit pourquoi? Elle le dit parce qu'elle-même, elle a un biais. Le biais, c'est de dire, j'ai été chercher telle information parce que j'ai la volonté de vous prouver quelque chose. Donc, on a un biais.
Par exemple, cette histoire-là avec Raoul, le professeur Raoul, que moi j'aime bien, hein, je le trouve très sympathique d'une part. J'aime ce côté un petit peu arrogant, un peu comme ça, qui démontre quelque part que personne ne le touche, personne ne l'affecte. Et puis en même temps, bon, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est dans la pratique, qui est dans l'application, qui se pose pas un million de questions parce que justement il comprenait qu'il y avait un problème qui était là, qu'il fallait régler. Et dans ce sens-là, il a fonctionné à sa façon, pas à sa manière, et en accord avec lui-même. Et puis évidemment, bon, on peut attribuer à ce monsieur-là plein de choses négatives parce que ça peut venir nous. Parce qu'il devient un peu un outsider. Hein. C'est un gars qui s'est comporté comme un outsider, quelqu'un qui a fait les choses à sa façon, à sa manière, qui n'a pas tenu compte, entre guillemets, de ce que la conformité sociale lui demandait de faire. Il a vraiment fonctionné à sa façon, pas à sa manière. Il y a donc inévitablement des gens qui vont l'aimer, Raoul. Et quand je dis l'aimer, on ne parle même pas de ce qu'il a fait comme action thérapeutique avec les médicaments, mais on parle simplement de sa personnalité. C'est intéressant parce que juste parce que je n'aime pas sa personnalité, je pourrais avoir un biais d'information sur lui que je valoriserais en disant ouais, c'est un gars qui est il a un ego fort, c'est un menteur, c'est un gars qui fait tout ça à sa façon, il trafique les chiffres, il veut juste être connu, vous voyez? Alors ça, c'est un biais que je pourrais prendre. J'ai entendu ça, moi, dans les nouvelles, ce genre de biais-là. Et d'autres gens vont dire non, non, c'est un martyr, c'est un gars extraordinaire, il fait des choses extraordinaires, etc., qui peut être un autre biais. Alors, c'est certain que toutes ces notions de biais-là, quelque part, sont des parties de la vérité. Et là, je vais être un peu prétentieux par rapport à la pleine conscience intuitive par rapport à ça, mais je vais quand même le dire parce que, au fond de moi, il y a quelque chose que je pense vraiment à ce niveau-là. C'est que le seul moyen de déterminer la vérité par rapport à tout ça, c'est de scruter l'âme d'un individu. C'est d'aller voir quelque part qu'est-ce qui anime cet être humain-là. Qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qu'on découvre chez tous les êtres humains, quels qu'ils soient? Ben, de la lumière, puis des aspects plus sombres. Et quand on découvre ça, ben, quelque part, on a de la compassion, puis on a de l'acceptation envers les gens, parce qu'on apprend finalement à avoir une forme d'acceptation vis-à-vis d'eux. Et qu'à travers ça, bien évidemment, cette position de verticalité dont je parlais tantôt nous amène à assumer qui on est. Assumer qui on est, ça veut donc dire ne pas être une victime et ne pas être un rebelle nécessairement. Être simplement quelqu'un qui a bien deux pieds bien ancrés au sol et qui assume ce qu'il fait. Moi, ce que je trouve, Raoul, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui est un petit peu contestataire, mais et qui aime la provocation, mais à quelque part, il s'est tenu debout, puis assumé, puis il s'est dit, ben, critiquez si vous critiquez, moi je m'en fous, moi j'ai fait ce que j'avais à faire à Marseille, j'ai fait ce que je devais faire, je suis content, et puis voilà. Et puis j'ai des résultats, va aller regarder, il y a d'autres gens qui disent des choses similaires à les miennes, donc si vous voulez discuter, discutez, mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Position d'alignement. Ça se rapproche plus d'une position d'alignement que quelqu'un qui serait mis à vouloir se défendre, puis à vouloir finalement vivre des grandes émotions, etc., pour essayer à quelque part de faire valoir son point de vue. Alors, vous voyez, c'est un peu ça que j'aurais envie de vous dire par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu une certaine fatigue à décoder et visualiser. Je fais plutôt des soins face à des tensions dans mon corps pour l'instant. C'est bon. Ben oui, ben Robert. Tout est bon. Hein? Tout est bon avec un peu de sel. En blaguant un peu là. Donc, oui, je te dirais quelque part que la première chose qu'il faut se rappeler finalement dans cette pratique-là, la première, la plus importante, je dirais, c'est est-ce que tu es bien? Donc, si tu as des tensions, tu as des inconforts, etc., puis que tu te fais du bien, c'est parfait. Ça veut donc dire que tu améliores ta condition. Donc, quand on fait un soin à une personne qui est très malade, par exemple, ou qui est mal en point, la première chose qu'on va lui dire, c'est je vais te soulager. Pourquoi on va lui dire ça? Mais parce que finalement, la première chose qu'elle veut, cette personne-là, c'est qu'elle retrouve un état de confort et de bien-être dans son corps. C'est la première étape. Souvent, par contre, quand on fait un soin à une personne qui est dans cette situation-là, on va la rétablir au niveau de son énergie, puis ça se peut que, dans certains cas, qu'on va rencontrer des résistances. Ces résistances-là, elles vont dues à quoi? Elles vont dues souvent à des croyances limitatives que la personne a à l'intérieur d'elle-même. Et c'est là qu'on va aborder davantage la notion de développement intuitif et de déprogrammation pour travailler davantage là-dessus. Pourquoi je combine les trois? C'est parce que moi, je considère finalement que les trois sont plus exigeants, sauf qu'en même temps, ils permettent une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus globale par rapport à une démarche de guérison.
Maintenant, évidemment, si moi j'ai juste envie de me soigner, ben, j'utilise juste la technique de soin. Si j'ai juste envie de travailler sur la compréhension, la connaissance de moi-même, je peux juste travailler sur le décodage intuitif. Je peux combiner ça avec la déprogrammation si je veux ou pas, mais ça peut être intéressant à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent le plus important, c'est la connaissance de soi, puis il y en a d'autres qui vont vous dire le plus important, c'est le bien-être. Moi, je vous dirais que les deux sont importants, mais une question de priorité. Je trouve que le bien-être physique, le bien-être énergétique, c'est quand même fondamental. Donc, les techniques de soins vont être utilisées dans ce sens-là. Puis, évidemment, l'idée de décoder puis de déprogrammer vont nous permettre d'avoir une compréhension de ce qui va nous permettre de nous dégager certainement de limitations, de blocages qui peuvent être en soi, qui peut être évidemment donc fort efficace aussi. Donc, bien, pour répondre à ta question, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est un peu long comme réponse, mais bon, c'était ça un peu que j'avais à dire. Martin, je prends des neuroleptiques au coucher. C'est difficile pour moi de se lever le matin. Bien, évidemment, c'est un exemple que je te donnais, Martin, mais quand tu as envie de te lever, Martin, admettons que tu as envie de te lever à 11 heures le matin. On va dire ça comme ça. 11 heures le matin, tu as envie de te lever. Ben, à 11 heures le matin, quand tu as envie de te lever, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait envie? Alors, c'est important de trouver ça. Parce que quand on a trouvé ça, ben, on vient de trouver quelque chose de très stimulant. Parce qu'on comprend quelque part pourquoi on est sur Terre. Dans la période où est-ce qu'on est là, où on sent cette excitation-là, on sait qu'on est là pour ça. On est là pour faire quelque chose qui nous excite, qui nous nourrit, qui nous fait vibrer. Et quand je dis nous excite, évidemment, c'est pas de nous excite dans le sens immature du terme. Une excitation, quelque part, qui fait que j'ai du sens dans ma vie, que je donne un sens à ma vie, que je donne de la valeur à mon existence, que j'ai le sentiment de m'épanouir en tant qu'être humain. C'est ça, quelque part, qu'on va chercher, donc, beaucoup, beaucoup à faire valoir dans une démarche comme celle-là. Donc, j'espère que j'ai répondu donc à ta question, Martin. Valérie, mais comment se laisser aller dans ce flot des opportunités en totale confiance? Alors, les termes qui m'intriguent, là, Valérie, quand tu utilises, mais comment se laisser aller dans le flot des opportunités? Opportunités, ça veut donc dire des occasions, par exemple, d'affaires, des occasions de progression, d'évolution, de cheminement. C'est bien comme ça que tu veux le dire, parce qu'opportunité, ça me fait penser à ça. Alors, si c'est ça que tu veux me dire, mais justement, euh, la question fondamentale qui revient toujours à ce positionnement-là, c'est que s'il y a des opportunités qui se présentent à moi, mettons que trois voies qui se présentent à moi, trois opportunités. Mais comment moi, je vais me positionner par rapport à ces opportunités-là, c'est important. Hein, je pourrais très bien me dire, voici l'opportunité numéro un, elle correspond en tout point à ce que mes parents auraient voulu pour moi. C'est extraordinaire, mais ma fille, mon fils, c'est extraordinaire, cette opportunité-là, là, c'est exactement ce que moi j'ai toujours voulu pour toi. OK? Super. Sauf que pour moi, ça ne me fait pas vibrer. Ça ne me nourrit pas. Ça me, ça me donne un sentiment quelque part même de tristesse, de sentiment d'enfermement. Donc, c'est clair que ça doit être une opportunité. Hein, pour nos parents, ça serait waouh, waouh, fantastique, merveilleux, mais pour moi, ça ne vibre pas. Donc, je suis obligé quelque part de répondre non à ça et de décevoir peut-être mes parents, puis peut-être me rendre compte que les deux autres opportunités, quelque chose de plus vibrant. Il y a quelque chose qui allume plus mon être et qui m'amène à envisager quelque part cette idée d'évolution, d'expansion dans mon être. Et c'est là quelque part qu'on peut aller explorer ces deux autres voies-là pour déterminer justement de quelle façon qu'on peut mesurer jusqu'où ces deux opportunités-là peuvent nous aider à cheminer dans notre idée. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question par rapport à ça, Valérie, mais ce que je te dirais aussi par rapport à cette question-là que tu me poses, c'est que pour être capable de se laisser aller dans un flot d'opportunités, il faut être capable de se laisser aller nous-mêmes dans le flot en question. C'est-à-dire, il faut que je sois capable de dire, est-ce que moi, je suis prête à faire le test? Le test, je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une source d'eau. Je me trouve dans une source d'eau, j'aimerais savoir si l'eau est profonde, l'eau est froide, l'eau est chaude. Le seul moyen pour moi de le savoir, ça va être de me rapprocher et de mettre le gros orteil dans l'eau, ensuite de peut-être me saucer dedans, d'apprivoiser donc la source d'eau pour déterminer si elle est froide, elle est chaude, si c'est profond, si c'est pas profond, si c'est confortable, si c'est pas confortable, etc. Si je reste dans la position de celle qui observe la chose, bien, 10 ans plus tard, je pourrais encore en train de me demander est-ce que l'eau est froide, est-ce que l'eau est chaude, est-ce que c'est profond, c'est pas profond, parce que je n'aurais jamais pris le temps de mettre mon orteil dedans puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, se laisser aller, ça fait partie du processus de OK, je me laisse aller dans le flow, c'est-à-dire je me laisse aller dans l'expérience qui m'est proposée,
pour aller voir de quelle façon je me sens. OK? Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui implique aussi cette notion du lâcher-prise qui fait que moi, j'arrête de vouloir tout contrôler, puis j'accepte de laisser aller ce que la vie veut me montrer. Et là, dans ce sens-là, se laisser aller, c'est pas se laisser aller les yeux fermés, se laisser aller avec les yeux ouverts, qui accepte que l'univers a peut-être quelque chose d'important à me montrer, puis j'expérimente à travers l'expérience que je vis, qu'effectivement, l'univers a quelque chose d'important à me montrer. Donc, ça me permet de lâcher prise, puis de pouvoir faire confiance davantage. Ensuite, oui, je comprends, mais je ne suis pas dans une position de complot. J'agis et je relâche, je passe à la suite. C'est simplement que j'avais envie de partager ce que j'avais à partager par rapport à ça. Donc, évidemment, tu prends ce que tu veux là-dessus, parce qu'évidemment, l'idée, c'était plus de vous présenter une réflexion par rapport au questionnement que toi, tu avais amené. C'était simplement ça. Maja qui dit bonjour Sylvain, malgré tout le travail que je fais sur moi depuis des années, je n'arrive toujours pas à ouvrir mes canaux pour me connecter avec plus d'aisance avec les mondes spirituels. Ben, la question que j'aurais envie de te poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que c'est pour toi les mondes spirituels? Parce que c'est ça la belle question, parce que qu'est-ce que ça veut dire monde spirituel? Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans ce milieu-là, puis je ne suis pas très chaud, je vais te dire franchement, là, je ne suis pas très chaud avec le monde spirituel. Parce que la terminologie qu'on donne à ce monde-là est souvent une terminologie qui est tellement obscure, puis tellement inaccessible, puis tellement, des fois, déconnectée de la réalité, j'oserais dire, que j'ai quelquefois un peu d'appréhension à utiliser le mot spirituel, même quelquefois. Le monde spirituel, finalement, moi, ce que j'en ai compris, c'est que, d'une façon très pratique, et c'est parce que ça touche une question que tu poses, hein, tu n'arrives toujours pas à ouvrir tes canaux pour te connecter avec plus d'aisance dans les mondes spirituels. Qu'est-ce que c'est que tes canaux, Maja? Qu'est-ce que tu appelles des canaux? Qu'est-ce que tu appelles connexion? Qu'est-ce que tu appelles monde spirituel? Je fais exprès de te présenter des mots comme ça pour te faire comprendre que les mots sont porteurs de quelque chose. Ça peut être vide de sens. On peut avoir des mots qui sont vides de sens. Un canot, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un canot? Moi, je vais te le dire en mon langage que c'est qu'un canal pour te faire comprendre que pratiquement, la pleine conscience intuitive, elle utilise le véhicule imaginaire comme canal. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que moi, si je veux voyager en moi, ou vers un partenaire, ou vers dans les mondes subtils, hein, comme faire un voyage astral, ces choses-là, tous ces principes-là, pour moi, se reposent sur le même principe. C'est-à-dire que ma conscience va utiliser le véhicule imaginaire comme canal pour communiquer avec les mondes subtils. Et les mondes subtils, selon les physiciens, ce sont des univers, c'est un univers qui est parallèle au nôtre, dans lesquels les particules vont plus vite que la lumière. Selon moi, quand je me mets ma conscience dans mon véhicule imaginaire, j'accède à ce monde-là. C'est-à-dire que l'imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est une porte d'entrée pour pénétrer dans ce monde subtil, cet univers super lumineux que les physiciens nomment, et qui me permet donc de découvrir que dans cet espace-là, il y a une source d'information gigantesque, immensément vaste, d'intelligence, et dans lequel il y a une forme de conscience qui est là. Et cette conscience-là, elle peut se manifester de diverses façons et de diverses formes. Et moi, à travers mon voyage dans ce monde subtil-là, ben, je peux voyager dans toutes ces formes-là, découvrir par exemple que dans les forêts, il y a des consciences intelligentes qui sont là, qui se manifestent à travers des formes, plus ou moins juste. L'important, quelque part, c'est plus la sagesse, de découvrir plus la sagesse et l'intelligence qui animent ces formes-là. Mais il y a donc une forme de conscience intelligente qui anime les arbres. Hein. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus récemment, qui animent les plantes, qui animent tout ça. On peut retrouver cette intelligence-là dans mon propre champ énergétique, constater que j'ai des mémoires qui animent mon être, qui n'existent plus, qui appartiennent à mon passé, mais qui sont encore présentes en moi. Donc, ça, c'est une autre forme de sagesse intelligente. Je peux constater que dans ma propre structure, je peux être en résonance avec des mémoires familiales. Ça aussi, c'est une autre forme d'intelligence avec laquelle je peux être en communication. Je peux constater que moi, en tant qu'être humain, je résonne avec l'immensité de l'information collective de l'histoire humaine. Ça veut dire que je peux voyager dans toutes les époques, de l'histoire humaine et constater que je peux me mettre en relation avec donc des événements d'autres époques et de pouvoir développer une connexion avec ça. Et puis, évidemment, au-delà de cette histoire humaine-là, ben, on pourrait appeler une forme de sagesse plus pure qui est là. Et c'est là qu'on va appeler ça les guides ou le monde spirituel, souvent on va l'appeler comme ça, où on aborde justement quelque chose de plus, où on a accès à des sources d'informations qui sont plus animées d'intelligence et moins animées de mémoire faisant référence donc à l'histoire humaine. Et c'est ça quelque part qui est le défi
quand on fait une démarche intuitive, le défi, c'est de faire un travail pour accéder le plus possible à cette source d'information intuitive dotée de sagesse et moins dotée de mémoire. Maintenant, le défi dans une démarche spirituelle, puis c'est ça qui est le gros problème qu'on retrouve dans la pratique intuitive présentement et qu'on retrouvait avant et qu'on va retrouver après aussi, c'est toute la démarche justement de se libérer de la mémoire. Se libérer de la mémoire, ça veut donc dire se libérer des programmations mémorielles qui animent mon être et qui animent la collectivité. Et que moi, je sois capable d'accéder à une intelligence de plus en plus vaste. Comment peux-je faire cela? Si moi, je ne fais pas un travail sur ma propre conscience, si je ne me libère pas de ma propre histoire, de ma propre histoire familiale, de ma propre histoire, des résonances que j'ai avec des mémoires d'autres vies, mais je suis constamment prisonnier d'un regard que j'ai sur un regard relié au passé, qui fait que je ne peux pas accéder à la lumière d'une façon pure et entière. Donc, il y a tout un processus et un apprentissage. Mais moi, ce que je voudrais te rappeler, c'est que le canal, c'est le véhicule imaginaire. Te connecter, c'est simplement utiliser ce véhicule imaginaire-là pour te mettre en relation avec une autre réalité dans laquelle qui se manifeste à travers le monde imaginaire, à travers les trois sens, principalement visuel, auditif et sensitif, et qu'à partir de ce moment-là, tu peux connecter avec le monde, les mondes spirituels qui ont plusieurs niveaux de vibration et de fréquence qui vont te permettre d'accéder à des niveaux de conscience plus ou moins vastes. Et pour moi, selon moi, on ne peut pas accéder au monde spirituel sans passer par le monde de la mémoire. Parce que le monde de la mémoire, il faut le connaître pour être capable de différencier celui-ci avec le monde de la sagesse spirituelle ou de l'intelligence. Pour moi, ça serait un peu la réponse que je te donnerais concernant cela. Mais si tu veux qu'on y revienne, on pourra y revenir. Flo, un très grand merci pour cette réponse très complète et qui m'aide beaucoup. Pour Raoul, c'était clair, il veut sauver des vies. Oui, puis je le trouve très sympathique. Donc, c'est quelqu'un. Oui, puis je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un d'engagé. On peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là. Maja, j'arrive pas non plus à perdre du poids et de passer à l'action de ma vie, ni même retrouver le goût de l'exercice physique quelconque. J'ai du mal à comprendre d'où viennent ces blocages. Tu vois, je vais aborder ça de façon plus personnelle avec toi, Maja, pour cette question-là, puis c'est une question peut-être plus personnelle aussi. Euh, Tu sais, la question, quelque part, première question qu'on peut poser, la beauté. Tu vois, je n'arrive pas non plus à perdre du poids. J'arrive pas à perdre du poids et j'ai l'impression que ça touche la beauté. La beauté, quelque part, c'est qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va t'arriver, Maja, si jamais tu perds du poids. Tu vas peut-être te trouver plus jolie, tu vas peut-être te trouver plus belle. C'est une hypothèse, hein? Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est possible que ce soit le cas. Et comment tu te perçois dans ta sexualité? Comment tu te perçois dans cette idée d'assumer ta beauté? Euh, Ce sont les premières questions que j'aimerais te poser concernant cette idée de perte de poids. Moi, j'ai l'impression que tu ne perds pas ton poids parce que tu as peur de ça. Tu as peur d'expérimenter la beauté parce que la beauté, euh, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, on dit la sexualité c'est sale. La beauté c'est sale à la limite aussi. Pourquoi je dis que c'est sale? Mais parce que la beauté c'est quelque chose d'apparent, c'est quelque chose qui est une apparence. Avoir un beau corps, c'est une apparence. C'est pas ça qui est le plus important. Et j'ai l'impression quelque part qu'il y a quelque chose en toi au niveau de, tu sais, quand on dit avoir la honte de vouloir séduire quelqu'un, par exemple. La honte de vouloir séduire quelqu'un, c'est d'être belle. Si me mets belle, ben, la personne va penser que je suis belle. Mais finalement, dans la réalité, je sais que je ne suis pas belle. Mais je me suis arrangé, j'ai un beau corps, j'ai pris soin de mon corps, j'ai un beau maquillage, je me suis bien arrangé. Puis si j'étais un homme, ben, c'est un peu la même chose. On a un peu le même stéréotype, là, dans le sens qu'on veut être beau, on veut se mettre beau pour être apprécié de quelqu'un. Et tout cet effort-là que l'on fait, bien évidemment, c'est un effort qui veut que l'autre personne nous voit dans nos meilleurs apparats, dans notre meilleure image possible qu'on peut émettre. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans de faux. Quand je dis il y a quelque chose de faux là-dedans, c'est pas moi qui parle, c'est plus toi, Majol, dans le sens qu'il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose que tu perçois comme étant faux par rapport à ça. Et que toi, tu voudrais quelque part qu'une personne t'aime, euh, pas rangé, avec le poids que tu as. Tu sais, quelque chose là-dedans, comme au moins je saurais que cette personne m'aime vraiment. Tu vois? Est-ce que c'est vrai qu'elle t'aimerait vraiment? Ça, c'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr non plus que c'est une preuve qu'elle t'aime vraiment. Mais dans ta tête à toi, il y a quelque chose qui t'amène à avoir peur, donc, de te prendre en main et de passer à l'action dans ta vie. Parce que te prendre en main, ça veut dire devenir belle,
prendre soin de toi et de te mettre dans une position où tu commences à croire la vie, mais croire la vie, c'est dangereux parce que si je me mets à croire la vie, ben je risque à quelque part de me fragiliser de nouveau, de croire quelque part que quelqu'un pourrait m'aimer, que quelqu'un pourrait me trouver extraordinaire, mais que finalement, elle ne me trouve pas si extraordinaire que ça. Et là, je me retrouverais les deux pieds dans le sol et je tomberais par terre puis je me ferais mal encore une fois. Et ça, j'ai pas envie de revivre ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est à quelque part ne pas bouger, puis attendre qu'un prince charmant, un peu comme le concept de la Belle au bois dormant, hein, je suis étendu sur le sol, j'attends que quelqu'un vienne m'embrasser pour me réveiller, me révéler à moi-même et faire que je puisse redevenir merveilleuse et fantastique et tout aille bien du jour au lendemain. Alors, c'est certain que tout ça, finalement, c'est ce que j'appellerais, moi, la résonance limitative. Dans ton propre champ énergétique, quelque chose de figé dans ce que je viens de t'exprimer, qui fait que tu n'arrives pas à bouger les choses. Maintenant, si on fait des actions pour faire bouger les choses par rapport à ça, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Tu vois, la première chose que je te dirais, il y a de la colère. La colère, c'est relié à quoi? C'est relié au fait qu'il y a des gens, tu sais, quand on dit se faire juger, hein, cette personne ne veut pas me parler parce que je suis, par exemple, je suis pas, j'ai une perte de, j'ai pas le poids que j'aimerais avoir, donc cette personne ne veut pas me parler, celle-là ne me trouve pas désirable, celle-là, bon, elle me ridiculise, bon, je fais des caricatures en le disant comme ça. Donc, ça veut donc dire que parce que ces gens-là me portent un regard critique, ben moi, je leur en veux. Donc, il y a quelque chose en toi qui est de l'ordre de je les déteste parce que ces gens-là, quelque part, ne m'aiment pas tel que je suis. Je les déteste, donc je suis fâché contre eux, là. Je voudrais quelque part que ces gens-là m'aiment et ils ne m'aiment pas, donc je les déteste. Donc ça, c'est une première chose, c'est que donc une réaction émotionnelle qui est là, et cette réaction émotionnelle cache quelque chose, c'est la dépendance. Hein, je les déteste parce que je voudrais qu'ils m'aiment. Je voudrais qu'ils m'aiment tel que je suis. Et dans ce sens-là, je me sens impuissante de pouvoir faire quoi que ce soit dans ma propre vie parce que je me sens prisonnière, parce que je me sens mal, que ces gens-là, quelque part, ne m'aiment pas comme je suis. Moi, je voudrais qu'ils m'aiment comme je suis, et c'est ça qui ferait que je pourrais prendre soin de moi, etc., etc. Donc, il y a une forme de dépendance là-dedans. Et cette dépendance-là indique quoi? Ben, indique que moi, je suis, en fin de compte, Major, je suis responsable du fait que moi, je ne prenne pas soin de moi. Je pourrais très bien dire que c'est de leur faute, là, que je ne prends pas soin de moi parce qu'ils ne m'aiment pas. Mais dans les faits, c'est moi qui fais le choix de ne pas prendre soin de moi. Tu vas me dire, non, je ne fais pas le choix, c'est que je ne me sens pas capable, etc. Oui, mais pourquoi tu ne te sens pas capable? Parce que tu ne te sens pas aimé. Donc, ça veut donc dire quelque part que ce manque d'amour que tu ressens fait que tu deviens un peu perdu dans l'idée de te prendre en main. Et je pense que se prendre en main, ça passe par justement cette notion de responsabilité où on se rend compte qu'on vit actuellement une souffrance. Pourquoi on vit une souffrance? Parce que quelque part, on a donné du pouvoir à d'autres êtres humains. Et que ce pouvoir-là qu'on a donné à d'autres êtres humains, on l'a vécu pendant un certain laps de temps. Et aujourd'hui, on a peut-être envie de se dire, voilà, pendant X temps, je vous ai donné du pouvoir. Et aujourd'hui, je prends conscience que je suis triste de l'avoir fait. Parce que je vois bien quelque part que ça ne m'apporte absolument rien de positif que de vous donner ce pouvoir-là. Donc, à partir de maintenant, je vais me donner l'autorisation de me pardonner pour commencer, de me pardonner d'avoir eu d'adopter ce comportement-là qui n'était pas adéquat, de manifester la gratitude parce que grâce à ce comportement-là, j'ai pu finalement me donner la permission de me rendre compte que je voulais m'aimer, que je voulais changer des choses de ma vie, que je voulais me prendre en main. Et donc, maintenant que je prends conscience de tout ça, que j'ai de la gratitude par rapport à ces événements-là, je déclare qu'à partir de maintenant, je vais me comporter différemment pour ne plus justement être en attente des autres, attendre que les autres m'aiment, mais me donner la permission de m'aimer. Et m'aimer, ça veut donc dire quelque part de reconnaître justement que j'ai un deuil à faire. Si je m'aime, je suis obligé de faire le deuil face à ces personnes-là. Donc, j'ai pu investir de la colère vis-à-vis d'eux. Hein, cette relation que tu as avec ces personnes-là, tantôt, je parlais de verticalité. Là, on est en train de parler d'horizontalité. C'est-à-dire que toi, tu es en réaction envers l'extérieur, envers des figures qui sont autour de toi ou qui sont à l'état de toi. Et ces figures-là, quelque part, font que toi, tu n'es pas capable d'avancer et de progresser dans ta vie. Tu es limité, tu es prisonnière de ces relations-là. Et que tant et si longtemps que tu restes prisonnière de ces relations-là, tu ne peux pas envisager de pouvoir passer à autre chose. Donc, tu es obligé de dire, je déclare qu'à partir de maintenant, je vais devoir faire le deuil de ces relations-là parce que je vais devoir donc concrètement leur donner moins d'importance, ce qui veut donc dire que tu dois évaluer, toi, de quelle façon que tu vas donner moins d'importance à ces personnes-là et que tu commences à te donner la permission de te donner confiance. Et te donner confiance, ça veut dire quoi?
Ça veut donc dire que moi, je me regarde dans le miroir, je me trouve que j'ai un peu trop de poids et je passe pas d'action dans ma vie. J'ai même plus envie de faire de l'exercice physique et j'ai du mal à comprendre bien ces blocages. Et là, je vais me regarder dans le miroir, puis je vais simplement me dire, ces blocages-là sont là parce que je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas parce que j'ai l'impression que ces personnes-là devraient m'aimer et tant et si longtemps qu'ils ne me donneront pas la permission de m'aimer, ben moi, je ne m'aimerai pas. C'est pour ça que je ne bouge pas. Tu vois le piège? Le piège, c'est que je donne du pouvoir à d'autres êtres humains. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment que tu fais une déclaration qui dit, ben voilà, moi j'ai envie de prendre soin de moi j'ai envie de m'apprécier, moi j'ai envie de m'aimer, j'ai envie quelque part de m'habiller avec des vêtements qui me font bien me sentir dans mon corps, même si j'ai trop de poids, par exemple, hein, de commencer à faire de l'exercice physique, même si je ne suis pas capable de faire des exercices physiques comme je souhaiterais les faire. Par exemple, j'aimerais peut-être faire comme une personne qui est super en forme, un certain nombre de kilomètres en jogging, par exemple, mais je ne suis pas capable. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être faire de la marche pendant X temps. Tu vois? C'est d'apprendre effectivement à s'enlever cette espèce de dureté qu'on a en soi, parce que selon moi, Maja, tu as une dureté, parce que tu t'imposes à quelque part quelque chose que tu devrais être. Je devrais être comme ceci, je devrais être comme cela, et parce que je ne suis pas comme ceci, comme cela, ben ça veut donc dire quelque part que je suis nul. Et c'est là quelque part que le piège commence. Et c'est ça, faire une déclaration. Une déclaration, c'est que tu vas prendre le papier et un crayon et de dire toutes les actions que tu as envie maintenant, dorénavant, de te donner la permission d'appliquer dans ta vie pour ne plus être la même personne que tu étais. Et tu vas évidemment chercher à la mettre en application à chaque jour. Donc, chaque matin, tu vas prendre le temps de regarder de quelle façon que tu peux faire les actions que tu as choisi de faire. Alors, tout doucement, ça va te permettre donc de mettre en place un changement à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si tu veux me revenir sur ce que je viens de te dire, Maja, si tu es encore là, si tu as suivi et si tu es d'accord, que si tu as des questions, des précisions à faire par rapport à ça. Martin qui me dit, j'évolue avec une certaine lenteur, suis-je nécessairement hypoactif? C'est clair que la médication que tu prends contribue à amener cette hypoactivité-là. Donc, tu es hypoactif par le fait que tu as une médication qui est prise, qui te permet donc de plus fonctionner avec une certaine lenteur, mais qui te permet justement de mieux gérer aussi ce qui anime ton être intérieur. C'est ça que je te dirais par rapport à ça. Et je te dirais qu'évidemment, cette lenteur-là n'est pas l'hypoactivité, c'est pas un état qu'on doit juger comme étant négatif, hein. On doit reconnaître que socialement parlant, il y a des gens qui sont, on va les appeler comme ça, équilibrés, d'autres qui sont trop dans la rapidité, qui veulent trop faire les choses rapidement, et il y a d'autres gens qui vont faire les choses trop lentement. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Donc, moi, je te dirais, Martin, trouve-toi ton équilibre. Tu peux reconnaître que tu as une certaine lenteur, mais est-ce que tu es trop lent ou tu fais bien les choses? Parce que la lenteur permet d'être perfectionniste, par exemple. Elle permet d'être quelqu'un de pointilleux. Elle permet d'être quelqu'un qui s'attarde aux détails, qui prend le temps de bien comprendre les choses. Soit c'est quelqu'un qui est un analyste. C'est quelqu'un qui prend le temps de bien s'imprégner de ce qu'il apprend, de ce qu'il connaît. Alors qu'un hyperactif va être quelqu'un qui va souvent être beaucoup moins dans le détail, qui va être plus comme désireux de faire les choses rapidement, mettre moins d'emphase, être moins détaillé, moins précis. Tu vois, donc chacun a ses faiblesses, on pourrait dire ça comme ceci par rapport à ça. Valérie, peux-tu me parler de la fête de Beltane, juste par plaisir, par légèreté, qui est demain, que je sens joyeuse et pleine de lumière? Célébrer, pour moi, c'est essentiel. Le moment de la vie, c'est aussi une danse joyeuse, donc à partir de maintenant, c'est un début phrase que j'aime, merci. Si tu viens de me rappeler, ça me donne une verticalité. OK, la fête de Beltane, je ne connaissais pas ça. Euh, il n'y a pas de hasard, on a tous les mêmes lésions, les actions sont nécessaires, être pleinement dans sa vie. Oui. OK. Je vais essayer donc de me mettre en relation avec la fête de Beltane, que je ne connais pas, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, ce que je te dirais par rapport à la fête de Beltane, Valérie, si je me mets en relation avec toi aussi là-dessus, tu sais, quand on dit, par exemple, perdre la tête. Perdre la tête, par exemple, l'alcool peut nous faire perdre la tête, par exemple, hein. L'amour peut nous faire perdre la tête. Le plaisir peut nous faire perdre la tête. Il y a plein d'éléments comme ça qui font perdre la tête. Puis une fête, finalement, euh, c'est un peu comme se dire, voilà, il y a plein de choses qui vont mal dans la vie, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de me sortir de ça pendant un certain temps et de pouvoir expérimenter le plaisir. Le plaisir, c'est perdre la tête. Perdre la tête dans le sens de me libérer l'esprit de tout ce que je pourrais dire comme étant
Hein, je pourrais dire que tout va mal, que plein de choses sombres, plein de choses vont pas bien dans la vie. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de me sortir de la tête de ça pour uniquement vivre un plaisir pur. Un peu comme l'orgasme en sexualité. On peut avoir plein de problèmes, puis quand on arrive à l'orgasme, on en arrive à un moment donné où on est dans un moment de grâce, pourrait-on dire, qui fait qu'on se sort de tout ce qu'on avait pu vivre de malencontreux dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans la vie, et on vit un moment de grâce. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens associé à cette fête-là, qui est donc relié à un moment, parce que la fête, c'est un moment dans lequel on se permet, c'est un moment protégé, je dirais jusqu'à dire, quand on rentre dans cet espace-là, on est libéré, on est dégagé de quelque chose qu'on ne veut pas polluer. On ne veut pas que l'espace soit pollué par. Donc, quand on rentre dans cette fête-là, on doit se sortir justement de tout ce qui nous pollue l'esprit, nous pollue l'être, pour accéder à quelque chose de plus lumineux, de plus rayonnant, de plus vrai, en fin de compte, parce que quand on est en contact avec cette vérité-là, avec ce plaisir-là vrai, on n'est pas dans une position de pollution. On est dans une position de protection de la lumière qui est en soi. C'est ça un peu que je te dirais par rapport à cette chose-là. Donc, puis c'est sûr que ça nous ramène à la verticalité, parce que on disait finalement qu'on peut vivre dans le moment présent aussi. Puis ça, c'est une clé, hein. On sait que dans la spiritualité, vivre dans le moment présent est une clé fondamentale qui nous permet justement d'expérimenter quelque chose de très agréable dans la vie. Merci Sylvain, j'écouterai le replay parce que c'est ma connexion qui est très mauvaise et du coup j'ai entendu qu'à moitié, mais ce que j'ai entendu me parle bien. D'accord, Maja, tu regarderas ça, puis s'il y a des questions, ben, tu pourras toujours m'en faire part. Valérie qui me dit la fête celte qui célèbre le renouveau de la lumière solaire. Ben, moi, je pense que c'était un beau concept de vivre. Ben, je pense qu'incarner sa lumière, hein, incarner sa lumière, s'incarner sa lumière, c'est d'accepter justement que la lumière, incarner sa lumière, c'est un plaisir. Voilà. Et incarner sa lumière, c'est simplement vivre le plaisir de l'incarner. On n'a pas à se questionner, on n'a pas à savoir comment les gens vont nous regarder, comment ils vont nous accepter. On a juste à être nous-mêmes et incarner notre lumière. Et je pense que c'est ça un peu que je sens de cette fête-là, moi. Ça me renvoie vers la relation avec mon compagnon avec qui je sors depuis quelques années et aussi à ma relation avec mon frère. Ben, tu vois, Maja, là, je ne vais pas te dire quoi faire là-dessus, mais c'est certain que malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, et je m'inclus en le disant, je suis désolé, j'aimerais ne pas m'inclure là-dedans, mais enfin, on est tous un peu comme ça. On est tous confrontés à. Tantôt, je disais, on est pollué, tu vois, et la pollution que l'homme expérimente sur Terre, face à la femme, entre autres, c'est cette volonté que l'homme a de la dominer. De la dominer à plusieurs niveaux. La dominer physiquement, la dominer même énergétiquement parlant, hein, posséder son espace, décider de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, dominer quelque part son monde intérieur, chercher à lui imposer quelque part ce que nous on juge comme étant plus juste, etc., etc., etc. Donc, il y a toute une forme de relation où l'homme a un regard sur la femme qui est souvent un regard qui peut être dénigrant. Alors, et là, on parle dans un contexte. Puis ça peut toucher un contexte familial, amoureux, amical. L'homme, à la relation avec la femme, il y a quelque chose évidemment de toujours sensible à ce sujet-là. On porte tous ça en nous en tant qu'homme. Et la femme, elle porte aussi cette blessure-là, justement aussi de devoir finalement faire des efforts pour que l'homme l'aime. C'est un peu cette notion-là qui est présente là-dedans. Et c'est certain que toi, Maja, ben, tu sais, une position de verticalité, c'est non, non. Je ne donne plus, je ne me donne plus à qui que ce soit. Quand je dis je ne me donne plus, c'est je ne donne plus ma sensibilité, ma fragilité, mon estime, ma valeur à quelqu'un. Je n'ai pas à être évalué par quelqu'un. Je n'ai pas à être évalué par personne. Je vais être la femme que je suis. Je vais me mettre dans ma position de verticalité. Et la position que j'ai envie d'avoir d'un homme, par exemple, que ce soit mon frère ou mon mari ou je ne sais quoi, c'est une position de verticalité aussi. J'ai envie que cet homme-là ben, me revoie, me regarde, puis essaie pas de me contrôler quoi que ce soit, mais essaie de partager avec moi. Partager avec moi, c'est créer une zone de confort entre deux êtres humains où on peut se dire, ben, t'es mon frère, t'es ma soeur, puis on s'aime bien, ou t'es mon mari ou t'es mon compagnon, puis on s'aime bien, puis on partage des choses plus agréables, puis je me sens respecté, je te respecte, etc. Cette notion-là est très importante à mes yeux, à moi. Puis dans les relations amoureuses, malheureusement, cette idée de tomber amoureux. Et tomber amoureux, c'est de tomber dans une position où on tombe justement dans cette forme d'horizontalité. Hein, on n'est plus dans la verticalité, on tombe dans l'horizontalité. Et l'horizontalité va faire que moi, je vais donc me sentir relié à quelqu'un
et que ce quelqu'un-là, quelque part, lui, ne peut ne pas tomber. Alors, si c'est moi qui tombe, ben c'est moi qui subis l'autre d'une certaine façon. Malheureusement, c'est comme ça qu'on doit reconnaître que les relations existent. Alors, je pense que c'est important de bien comprendre cette idée-là parce que tous nos échanges relationnels existent ce principe-là. Soit que je m'assume et que je me tiens en verticalité, ou soit que je me mets dans une position d'horizontalité et que les autres aussi se mettent en relation d'horizontalité. Et dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, mais c'est certain que c'est très commun de vivre dans cette situation d'horizontalité, c'est-à-dire qu'on est happé par de l'information qui nous désarçonne, qui nous déséquilibre et qui nous met dans une position où on va raisonner davantage avec l'extérieur. On va perdre notre position d'intériorité, on va perdre la possession de notre être, de notre âme, puis on va se faire happer par l'extérieur. Puis ça, je pense que c'est important de comprendre que deux niveaux où on se fait happer. Le premier niveau, c'est l'information. On est d'accord avec les fake news, quelles que soient les fake news, quoi qu'on appelle les fake news, parce que je pense que chacun a sa fake news, on va l'appeler comme ça. Alors, l'Internet, Facebook, etc., il y a énormément d'informations et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont communiquées, qui ne reposent pas sur des vérités. Puis, il y en a d'autres qui reposent sur des vérités ou des pseudo-vérités, etc. Donc, il faut apprendre à être capable de ne pas se laisser impressionner par ça. Et ça demande une verticalité. Donc, première chose, verticalité pour être capable de ne pas se laisser polluer par cette information-là. Maintenant, dans les échanges humains, mon frère, mon compagnon, ma famille, les amis, mon milieu de travail, tous ces milieux-là sont également, ils me mènent de l'information, ils me transmettent de l'information. Et moi, je peux me faire polluer par cette information-là aussi de la même façon. Donc, on comprend que moi, en tant qu'être humain, je suis pollué, on est confiné chez soi, puis on peut être pollué par plein d'informations qui proviennent justement du monde extérieur. Du monde extérieur qui provient donc de l'Internet, de Facebook, etc. Et d'autre part, par les relations que l'on vit avec les gens. Parce que les relations que l'on vit avec les gens ne sont pas les relations toujours positives et évolutives. Elles vont nous amener à être contaminés par le regard extérieur. Et si on est fragile, sensible, on va se sentir diminué par ce regard-là et on va se sentir souvent dépendant par rapport au fait qu'on doit être valorisé par les gens qui sont devant nous, etc. Donc, ça crée des situations malsaines. Maintenant, j'aimerais vous parler, puis évidemment, la société. Si on ne pense plus aux relations, mais on pense à la société elle-même, c'est-à-dire la structure sociale, avec toute la structure donc, de justice, etc., qui est autour. Bien évidemment, on peut se sentir happé aussi par ça, parce qu'on se sent obligé de suivre un certain cadre, etc. Ça, c'est donc dans la société. Si maintenant, on prend le temps, on fait un peu de survol, on se rend compte que moi, en tant qu'être humain, je peux être individuellement pollué par ma propre histoire. À l'âge de 5 ans, je me suis senti abandonné par mes parents et depuis ce temps-là, toute ma vie, je me sens tout le temps abandonné par quelqu'un. Donc, ça, c'est une histoire qui me pollue l'esprit, qui me pollue l'être que je suis. Mon arrière-arrière-grand-père a tout perdu. Ben, je suis en résonance avec cet arrière-grand-père-là qui a tout perdu, et puis moi, ben, ça m'amène à avoir toujours cette espèce d'impression que je vais tout perdre. Une angoisse permanente parce que j'ai toujours l'impression que je vais tout perdre, etc. Alors, c'est une autre forme de contamination. Je peux être en résonance avec des mémoires d'autres vies qui vont finalement amplifier des émotions qui sont en moi, qui vont me ramener justement à une forme d'impuissance. Je suis une femme, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'exister en tant que femme parce que je suis en relation avec des mémoires de femmes qui ont vécu des soumissions envers des hommes et ça me fait vivre une vie dans ma vie actuelle dans laquelle je constate que je n'ai jamais eu la chance d'être une femme à part entière parce que j'ai toujours été dominée par des hommes. Contamination. Donc, je vous faire comprendre ici que cette fameuse pollution dans laquelle on est, elle se manifeste à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont visibles, dans le sens tangible. Il y en a qui sont déjà un peu plus subtils, comme l'Internet, c'est déjà un peu plus subtil, c'est moins visible. Mais ce sont quand même encore là des sources d'informations qui peuvent nous polluer et qu'on peut se faire complètement habiter intérieurement. Notre espace intérieur n'existe plus. Puis un peu tout cet univers-là que je vais parler qui vient de nous polluer également, qui nous empêche d'accéder à notre lumière. Alors tout ça, ce sont des éléments à lesquels il faut être attentif pour ne pas se faire happer par tout ça, parce que sinon, on peut complètement perdre la tête. Une autre source donc d'influence, c'est ce que Robert pose comme question, c'est que penses-tu de prendre certaines drogues, par exemple du cannabis, pour se connecter davantage avec nous-mêmes, une fois par mois, par exemple, Castaneda faisait ça. Ben là, avec le cannabis, bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est que le cannabis au Québec existe, pas existe, mais il est régularisé au Québec, au Canada aussi.
Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut donc dire effectivement qu'on peut l'expérimenter. Moi j'aime bien les jujubes, par exemple, des petits bonbons, hein, c'est assez amusant, des petits bonbons qui sont à base de cannabis et qu'on prend. Et puis, ça peut effectivement nous faire vivre des états. Alors, ça peut être une façon de le faire. Ça peut être en fumant. Bon, effectivement, moi, j'ai un ami qui fait ça d'ailleurs, qui va faire beaucoup de canalisation après avoir fumé, justement. Donc, effectivement, c'est une belle façon de le faire. Moi, ce que je te dirais, évidemment, c'est c'est toute la notion, comme Castaneda le faisait, il y avait aussi des drogues qui sont beaucoup plus fortes, hein, qui sont moins légales, entre guillemets, hein, qui peuvent. Il y a Oxley, Aldous Huxley, qui a écrit un livre là-dessus aussi, qui s'est intéressé à toutes les drogues et qui pouvaient donc avoir une influence sur l'élévation de conscience. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être expérimentées. Moi, personnellement, j'ai choisi le biais de la sobriété par rapport à ça. Tout simplement parce que je me dis que le plus intéressant, c'est en maîtrise, être capable de stimuler quand on le souhaite et quand on le veut. Mais c'est vrai que si le cannabis, moi je te dirais, Robert, expérimente-le et vois ce que ça te fait. Prends-le, parce qu'évidemment, on peut prendre du cannabis pour le plaisir. On peut prendre du cannabis parce qu'on a mal partout, parce qu'effectivement, c'est reconnu pour le THC, entre autres, pas le THC, mais le CBO, il me semble que c'est CBO, je crois le nom de ça, euh, qui permet, CBD, qui permet donc de soigner les inflammations, etc. Donc, au Québec, puis je pense que partout dans le monde, le CBD, c'est de plus en plus reconnu comme un élément favorisant donc le soulagement des douleurs. Mais évidemment, le THC qui, lui, stimule l'esprit, tout ça, peut être une façon peut être utilisé en tous les cas pour explorer les champs de conscience, l'expansion de conscience. Et oui, pourquoi pas, si ça te dit de l'expérimenter. La première chose, c'est, je te dirais, de l'expérimenter puis voir si ça t'apporte quelque chose, si ça t'apporte un plus dans ton expérience. Et si ça t'apporte un plus, bien évidemment, ça peut effectivement t'amener à aller plus loin, effectivement, oui. C'est un déclencheur, j'en ai pris deux fois, je suis allé plus loin dans le coup de majeur. Oui, c'est sûr que c'est une façon, certainement, il y a les bandes de cuivre qui sont des autres éléments qui sont des bandes tout simples qu'on peut porter sur soi et qui vont contribuer à augmenter également notre expérimentation de la pleine conscience intuitive pour la simple raison que le cuivre va amplifier les réponses internes de notre corps parce qu'on va se sentir plus vivant autour de soi. Donc, les perceptions intuitives vont devenir plus claires, plus nettes et plus précises. Donc, ça, c'est une autre façon. Il y a les pierres qui peuvent être utilisées également. Le pot, effectivement, le cannabis peut être utilisé aussi. Est-ce légitime, voire même possible, de transformer mon corps? Cuirasse tenace. Légitime, oui, ça c'est clair. Tu as totalement le droit d'avoir d'envisager cette possibilité-là. Maintenant, toi, transformer son corps, tu fais référence à un corps physique ou un corps interne, plus psychologique, plus psycho-émotionnel. Moi, je te dirais que la plus belle façon de le faire, puis là, je pense surtout à toi, c'est de le faire avec amour, toi, et de le faire avec une intention justement de bienveillance qui relie donc directement à l'acceptation. Moi, je peux avoir envie de transformer mon corps pour me sentir plus en bien avec moi, mais ce bien-être-là, il repose, il peut reposer du moins sur une envie de me faire du bien, de m'apprécier, de m'aimer, de me donner de l'amour, d'avoir de la compassion pour moi, un soutien positif. Ça me fait penser, entre autres, aux États-Unis, il y a des courants américains que tu connais peut-être, Martin, puisque tu parles de transformation physique. Euh, Ils proposent de prendre des produits, puis ensuite de faire des exercices, puis on voit un avant et un après. C'est-à-dire qu'après 6 mois, la personne, bon, elle est maigre comme un piquet, et 6 mois plus tard, ben, elle est transformée, merveilleux, toute bronzée, elle n'a pas de cheveux, elle a des cheveux sur la tête, c'est à l'américaine. Là. Ça, c'est vraiment exagéré un peu, mais c'est quand même intéressant cette réflexion-là, parce que c'est une réflexion qu'on voit également dans certaines émissions de télé que j'ai vues, là, des choses où les gens se transforment. Et cette transformation physique, on pourrait juger ça, on se dit, ben, c'est superficiel, le physique, etc. Mais je crois même que ça peut avoir un impact très important, c'est bien évident. Hein? Quelqu'un qui a ce besoin-là, c'est quelque chose d'important pour lui se sentir bien. Donc, ça touche son estime, ça touche son image. On a beau lui dire que c'est pas important. Si c'est important pour lui, ça l'est. Donc, il faut qu'il les respecte. Et je pense que c'est important, évidemment, donc, de tenir compte de cette réalité-là. Donc, moi, je te dirais que oui, c'est totalement légitime, puis que c'est possible. Ben, moi, je te dirais quelque part, tout dépend de ce qu'on appelle le possible. On peut se donner des objectifs pour commencer à apprivoiser cette idée-là.
puis apprivoiser l'idée quelque part qu'on puisse construire notre corps d'une façon de plus en plus positive. Mais si on se soutient, puis on le fait par amour, puis on le fait dans cette idée quelque part qu'on veut juste se sentir mieux avec soi, ben, je pense qu'on est gagnant. Si on part avec l'idée, par contre, qu'on veut une transformation qui est figée dans notre tête et qu'on veut vraiment l'obtenir rapidement, on n'est plus dans une relation d'accompagnement, on est dans une relation de résultat. Et quand on veut des résultats, on n'est pas en train de s'accompagner, on est en train de vouloir avoir des résultats. Donc souvent, c'est là que ça ne va pas bien fonctionner. Donc, la paix divine relâche le corps, ben c'est ça. C'est ça. Soit dans cette relâche, puis permet-toi de te transformer. C'est ça que je te dirais à ce moment-là. Flo qui dit, par rapport à ton enseignement, tu m'as trouvé ma mission de vie du moment dans le cadre du serviteur. Donc, chakra du cœur. Mais quand j'ai fait le test du chakra dominant que tu as mis sur ton site, c'est le chakra frontal qui est sorti. J'ai refait le test en répondant différemment à certaines questions que j'avais hésité. C'est encore le chakra frontal qui est sorti. Quelle est la bonne réponse? Mais, tu sais, la bonne réponse, c'est un peu comme la vérité. Hein, quand quelqu'un me disait, c'est quoi la vérité? Oui, mais ça dépend de ce point de vue-là, tu as ce point de vue-là, tu as ce point de vue-là. Alors, l'idée, quand je prends le temps de définir une mission de vie, ce que je fais, c'est de simplement mettre en évidence une condition énergétique qui a le désir justement de se manifester. OK? Alors, toi, c'est intéressant ce que tu parles, parce que tu parles du chakra frontal et tu as vu le chakra du cœur. Les deux chakras sont reliés. Et c'est important de bien comprendre la relation qui existe entre les deux parce qu'elle est directement reliée à ta réponse, je pense. Toi, tu es chakra frontal. Pourquoi tu es chakra frontal? Il faut savoir que le chakra frontal est une expression équilibrée, dominante ou trop peu active. Hein, dans le résultat, il y a possibilité qu'il soit un chakra dominant mais hyperactif, qui a une énergie forte, ou une énergie faible. Donc ça, c'est un élément important. Ça, c'est un quiz que j'ai fait, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui est gratuit. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le lien et tout ça. Et c'est un petit questionnaire qui vous permet, puis ensuite, il y a des petites vidéos qui vous expliquent des choses là-dessus. Maintenant, pour revenir sur la question que tu poses, donc, le chakra du cœur et le chakra frontal. Donc, si je t'ai dit, moi, que ton chakra frontal était dominant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énergie que tu as développée, que tu as acquise, pourrait-on dire. Donc, tu es un chakra frontal. Maintenant, si on pense maintenant à développer une mission de vie, c'est pas nécessairement vrai que c'est ton chakra dominant qui va être impliqué dans la recherche d'une mission de vie. Ça peut être un chakra qui est moins développé, qui a besoin de se développer, qui va te permettre d'accéder à une mission de vie. Tu vois, donc il y a une nuance à apporter à ce niveau-là. L'autre chose que j'ajouterais, c'est que le chakra du cœur et le chakra frontal sont étroitement reliés par le fait qu'on a découvert que le cœur avait des ramifications nerveuses avec le cerveau. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et cette cohérence cardiaque est importante à comprendre parce que elle met en évidence qu'il y a deux types d'intelligence qu'on avait reconnus jusqu'à maintenant. Une type d'intelligence plutôt, qui était le quotient intellectuel. On avait reconnu depuis bien longtemps qu'un être intelligent, c'était quelqu'un qui avait un quotient intellectuel élevé. Et là, plus récemment, on a découvert qu'il y avait un autre élément qui déterminait l'intelligence, qui n'avait jamais été reconnu jusqu'alors et qui était très fondamental, qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, j'ai beau être très intelligent avec la tête, je vais manquer des fois de jugement parce que ma tête va être très intelligente, mais elle va manquer de jugement dans ma capacité d'évaluer les émotions que j'ai et les émotions que les autres ont et qui vont faire que je ne vais pas savoir m'adresser à eux pour les stimuler, les vitaliser, les nourrir, puis les amener à faire des actions pour faire un changement. Tu vois? Donc, c'est là qu'on commence à comprendre que cette notion de cohérence cardiaque est bien intéressante parce que ce qu'elle met en évidence dans ton cas à toi, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, tu as développé dans ta mission de vie quelque chose, tu as beaucoup d'activités là et tu as besoin de la déplacer vers l'intelligence émotionnelle pour t'amener vers la notion de service. Alors que le chakra frontal, c'est le philosophe. Le philosophe, finalement, bon, équilibré, c'est le grand intuitif, le grand sage. Mais quand il n'est pas équilibré, le philosophe, c'est quelqu'un qui peut avoir une pensée très, très intellectuelle ou très intuitive, mais à la limite de l'irrationnel, tu vois, puis c'est très, très chargé à ce moment-là. On est dans une énergie qui est moins, on n'est pas dans une position de témoin, on est plus dans une position à ce moment-là où on est investi dans notre pensée, que ce soit dans la démarche intuitive, dans la démarche rationnelle ou scientifique, on est investi. Et cet investissement-là nous éloigne quelque part de l'intelligence émotionnelle qui, elle, nous ramène vers quoi? Ben, nous ramène vers ce que j'appellerais une forme d'intuition qui est plus reliée à moi et les autres.
Hein, l'intelligence émotionnelle, ou dans un contexte professionnel, on a constaté qu'un patron qui était doté d'intelligence émotionnelle était capable de s'adresser à ses employés en sachant comment les stimuler, comment leur parler, comment les intégrer, comment les inclure, comment les valoriser, comment faire en sorte qu'ils se sentent aimés, etc. Donc, le patron qui a l'intelligence émotionnelle est capable de créer une énergie, une communauté structurée et forte qui fait qu'il y a quelque chose de beau qui va résulter de l'association professionnelle qui va exister entre un patron et ses employés. Alors que celui qui a le QI, ben, c'est un patron qui n'aura peut-être pas la capacité justement de créer cette synergie-là. Il va être plus dans l'autorité, il va être plus dans le désir de démontrer à l'autre que c'est lui qui a raison, que c'est lui le patron, que c'est lui qui décide, et il ne va pas avoir une belle synergie qui va en résulter bien souvent. Ça, c'est un élément. L'autre élément de la cohérence cardiaque qui est très important de comprendre, c'est ce que ça permet de développer l'intuition. Pourquoi? J'arrive dans une scène, dans une pièce. Alors, je suis dans un état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que mon cœur et mon cerveau ont une circulation équilibrée. Ça veut dire que je suis dans une position de calme, je ne suis pas stressé. Parce que ce qui est observé, c'est que le cœur, lorsqu'il est tendu, il me fait voir la réalité d'une façon figée. Si je suis convaincu que moi j'ai été abandonné de ma vie et je rentre dans une scène, dans une pièce dans laquelle il y a plein de monde, la première chose que moi je vais voir de cette scène-là, de ces gens-là, c'est la possibilité que je sois abandonné. Parce que mon cœur va être tendu et je vais porter en moi la blessure émotionnelle de l'abandon. Donc, je vais avoir l'impression que les gens qui sont présents là pourraient m'abandonner. Donc, je vais me comporter d'une façon stressée et je ne vais pas être naturel parce que je vais avoir l'impression que ces gens-là pourraient m'abandonner. Si je suis dans un état de cohérence cardiaque, je vais arriver dans la scène, dans l'espace, dans la pièce, et je vais être détendu. Je ne vais pas avoir le sentiment que les émotions qui sont en moi, je ne vais pas avoir tendance à les projeter vers l'extérieur parce que je vais voir ce qui est. Je vais voir la situation, je vais voir des gens qui sont là, qui s'amusent, qui discutent, et je vais simplement me présenter à eux. Puis, il n'y aura pas je ne vais pas me créer d'histoire, je ne vais pas me créer d'histoires qui sont reliées à mon passé. Je vais simplement être relié à ce qui se passe réellement. Donc, il y a des gens qui sont intéressés beaucoup à la cohérence cardiaque et qui ont mis en évidence, et là je reviens sur ce que j'avais dit au tout début, qui ont mis en évidence qu'on pourrait changer le monde si tout le monde était dans un état de cohérence cardiaque. Parce que l'état de cohérence cardiaque, il y a donc des appareils, moi j'ai un appareil de mesure qui mesure l'état de cohérence cardiaque et qui permet de démontrer que, bon, d'une part, lorsqu'on est dans un état de cohérence cardiaque, le cardiogramme, c'est-à-dire la lecture qui fait qu'on peut voir justement le battement cardiaque, va être beaucoup plus fluide et harmonieuse. Ça va être beaucoup plus en forme douce. Alors que la majorité des gens, quand on fait une mesure de leur cœur, c'est quelque chose de très, très haché comme ça, très rapide, comme une espèce de saccade très, 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 très stressante. On le sent, le stress. Et ça, c'est dû au fait que le cœur n'est pas détendu parce qu'il a toujours l'impression qu'il faut qu'il fasse attention à quelque chose parce que ses antécédents le ramènent à ses peurs et à ses angoisses. Quand on arrive à cet état de détente dont je viens de parler, ben, on arrive justement à une position de relâchement où on est, ce qu'on pourrait dire, dans l'instant présent. Et cet instant présent-là, avec l'appareil que j'ai, ben, on peut voir, par exemple, au niveau du cerveau, euh, les, euh, le niveau de stress qui existe au niveau du cerveau, les fonctions cérébrales qui fonctionnent plus que d'autres. Et souvent, bien évidemment, on va constater que dans un état de cohérence cardiaque, on est dans une position justement où on est plus favorable au développement de l'intuition et on est plus dans des états de conscience qui sont favorables à ce qu'on retrouve dans les états de guérison ou dans les états de gens qui contrôlent leur corps par la méditation ou les gens qui sont dans un état de compassion, d'harmonie, d'équilibre. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on va observer. On va également observer dans un état de cohérence cardiaque, le système nerveux, sympathique et parasympathique, vont être plus équilibrés aussi à travers ça. Donc ça, c'est intéressant parce que dans un état d'équilibre, on est moins dans le stress. Donc, on est plus dans une position d'équilibre au niveau nerveux, donc on gaspille moins nos influx nerveux inutilement. Puis, évidemment, il y a un petit truc qui montre aussi l'âge biologique, c'est-à-dire que moi, j'ai un certain âge et l'appareil montre ce que lui me donne comme âge, physiologiquement parlant. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une position de négantropie? Négantropie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un certain âge et la négantropie me donne des informations que mon corps est plus jeune que l'âge que j'ai physique dans la réalité. Ou est-ce que je suis dans l'entropie? L'entropie, c'est que j'ai un certain âge et là, l'appareil me donne un âge plus avancé. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut voir. Et on peut voir également l'état des méridiens acupuncture, donc l'état des organes du corps et l'état des chakras.
ce qui permet d'avoir une vision un peu générale de la vitalité de l'individu, puis les zones de faiblesse et de force qui peuvent exister. Et on observe que plus la personne est dans un état de cohérence cardiaque, et plus tous ces paramètres-là sont équilibrés, sont harmonieux, sont vitalisants, et plus la personne n'est pas en état de cohérence cardiaque, bien évidemment, plus ces fonctions-là biologiques vont être plus perturbées, plus déséquilibrées. Et comme c'est un appareil qui prend que 5 minutes pour faire des mesures, c'est intéressant de pouvoir faire des mesures avant et après, plein de choses. Donc, c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté, que j'aime bien. Et évidemment, la chose la plus simple à expérimenter pour découvrir ce qu'est la cohérence cardiaque, c'est la respiration. Inspire 3 secondes, expire 6 secondes. On fait ça pendant 5 minutes. Alors, si vous faites ça, bien, ça va vous permettre donc d'expérimenter la cohérence cardiaque. Si vous souhaitez, vous pouvez aller sur YouTube, aller voir exercice cohérence cardiaque. Vous allez voir des vidéos dans lesquelles on vous montre le rythme à faire pour l'inspire et l'expire, tel que la cohérence cardiaque le propose. Alors, c'est pas la cohérence cardiaque, ça découle, évidemment, ça découle des grands travaux qui existent depuis les traditions très anciennes. Hein. On sait que dans le yoga, la respiration a toujours été très importante et on a toujours dit que la respiration contribuait au bonheur. Alors, on pouvait trouver ça un peu ésotérique, où on vous disait que ça pouvait contribuer à la réalisation de soi, etc. Juste respirer. Et c'était un peu surprenant. Sauf qu'aujourd'hui, la cohérence cardiaque nous prouve que c'est vrai. Qu'effectivement, si je prends le temps de me mettre dans cet état de cohérence cardiaque-là, j'induis un état de bien-être, un état de joie, un état intuitif, un état de compassion, un état d'harmonie, un état de paix. Et on dit aussi que dans cet état de cohérence cardiaque-là, j'induis des gens autour de moi par résonance. Je les amène à expérimenter la cohérence cardiaque aussi. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et dans ce sens-là, mais Florence, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à comprendre pour toi dans tout ce que je viens de te présenter concernant cette idée du chakra frontal versus le chakra du cœur. OK. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Que penses-tu de l'hypnose? J'essaie, cela n'a absolument pas fonctionné sur moi. Ben, c'est intéressant comme question. Moi, je me suis intéressé, moi, je suis quelqu'un d'assez... j'aime comprendre. J'aime comprendre les origines des choses. Et puis, quand j'ai commencé, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'écoute imaginaire à l'époque, que je suis en train de réécrire, puisqu'il va changer de titre et tout ça. Et dans ma recherche, j'avais tombé sur un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui s'appelait Histoire et découverte de l'inconscient. C'était de Ellen Berger, je crois. Ellen Berger, je crois, c'est ça, oui. Et c'était un livre qui présentait qui expliquait comment l'inconscient de la psychanalyse et de la psychologie moderne là, a été développé. Et bon, il a pris un pan, il a pris une façon de voir les choses qui n'est pas reconnue de tous, hein, parce qu'il a été contesté, ce monsieur-là, parce que la première partie de son livre, il a présenté le chamanisme. Et lui avance l'idée que Freud, tous les grands psychanalystes se sont inspirés des traditions chamaniques pour amener la notion de l'inconscient. C'est très intéressant à lire comme livre parce que justement, ça peine de bon sens, tout ce qu'il raconte, c'est très, très intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que à travers ce livre-là, c'est là que j'ai été la première fois mis en contact avec un peu l'histoire de l'hypnose et de découvrir finalement qu'à l'origine, l'hypnose, finalement, ça vient d'où? C'est toujours intéressant de comprendre d'où est-ce que ça vient. Il y a un gars qui s'appelait Mesmer, qui est un médecin qui venait de Vienne dans les années, j'ose pas dire les années, est-ce que je vais me tromper, mais 1900, 1800, ouais, quelque chose comme ça. Et lui, il est un médecin, puis il était convaincu que par nos mains, on pouvait transmettre un flux magnétique, un flux énergétique, et qu'on pouvait soigner des gens. Et il s'est promené dans tous les pays de l'Europe pour démontrer cette chose-là, puis il était très populaire, auprès des femmes plus particulièrement, puisque évidemment les femmes ont toujours été plus intéressées à ces choses-là que les hommes. Hein. Et puis il faut savoir qu'à ces époques-là, les femmes étaient dans des corsets monumentaux qui faisaient que leur corps était complètement figé, complètement prisonnier, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas exister. Alors l'intérêt du magnétisme dans ces cas-là, c'est que le magnétisme, on ne touchait pas le corps. Donc on restait dans l'éthique de l'époque. Mais en faisant ces passes magnétiques-là, on relaxait le corps parce qu'on travaillait sur le champ énergétique de la personne et la personne, ben, elle relaxait. Mais comme elle était hyper tendue, quand elle relaxait, bien évidemment, ça pouvait amener des réactions émotionnelles très fortes. Et c'est comme ça qu'est venu le mot hystérique, hein, entre autres. C'est là qu'on a commencé à parler d'hystérie parce que les femmes semblaient perdre le contrôle à ce moment-là quand ça se produisait. Donc, j'en passe évidemment des bouts, là, mais Mesmer a eu une certaine reconnaissance. Puis à un moment donné, il y a un autre monsieur qui est arrivé, je ne me rappelle plus son nom, qui a dit, écoutez là,
Mesmer, là, c'est de la bouillie pour les chats, c'est pas le flux énergétique des mains, là, ça n'a aucun rapport. C'est simplement la pensée qui influence l'être humain. Je vais vous en faire la preuve, et c'est là qu'il y a eu une première démonstration de l'hypnose qui a été faite à ce moment-là, et qui a pu donc démontrer qu'on pouvait influencer un être humain par les pensées, par les mots, justement, et c'est là que l'hypnose est née. Donc, je vous parle de ça parce qu'évidemment, quand on est dans l'intuition, dans ma démarche intuitive, moi, je me suis intéressé beaucoup à l'hypnose aussi. C'est bien évident que quand on est en train de parler, de lire le champ énergétique d'une personne, ben, quand on lit le champ énergétique d'une personne, on n'est pas loin de l'hypnose d'une certaine façon. Il y a Milton Erickson, qui est une personne assez connue de l'hypnose. Pourquoi j'en parle? Parce que c'était un grand intuitif, Milton Erickson. Il était capable, d'une certaine façon, de faire de l'hypnose, mais il le faisait d'une façon qui lui était tellement personnelle qu'il y a des gens qui ont écrit des livres sur lui pour essayer de comprendre comment il fonctionnait, parce que justement, il fonctionnait d'une façon qui n'était pas standardisée par l'hypnose classique. Donc, il a réinventé l'hypnose en quelque sorte. Ils ont tellement étudié Erickson qu'ils sont arrivés à développer comme des protocoles, des façons de fonctionner pour arriver à comprendre comment lui fonctionnait. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Milton Erickson était un intuitif. Donc, il se connectait avec les gens, puis il leur parlait de choses qu'il captait d'eux. Alors, c'est certain que pour moi, l'hypnose, c'est intéressant, sauf qu'on a mis en place des protocoles. Les protocoles ne sont souvent pas reliés à ce qui se passe chez la personne qui est devant nous. Et la clé, à mon sens, c'est là que moi, j'ai développé une technique qui s'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices, qui se rapproche de l'hypnose, mais dans lequel, évidemment, j'induis la personne à vivre un état s'apparentant à la transe ou à l'hypnotique. Sauf qu'à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui transmettre des mots qui vont être directement reliés à ce que je perçois de lui dans sa structure. Et je vais l'inviter donc à renouer contact avec une forme d'équilibre en lui par les mots à ce moment-là. Et c'est là qu'on se rapproche vraiment de l'hypnose et ça donne de très bons résultats. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir avec les gens avec qui j'ai pu expérimenter ça, ça amène des résultats très, très intéressants. Maintenant, bon, quand on dit ça ne fonctionne pas sur moi, encore là, il faut savoir, bon, avec qui tu le fais. Il y a plusieurs façons de faire de l'hypnose. Il y a plusieurs parcours de gens. Il y a plusieurs formations en hypnose aussi. Donc, encore là, il faudrait déterminer le biais qui a été choisi, etc. Je ne pourrais pas répondre comme tel. C'est quelque chose d'intéressant, l'hypnose, mais ça peut ne pas fonctionner avec tout le monde. Puis surtout, c'est pas parce que tu le fais une fois avec un thérapeute que ça n'a pas fonctionné, que ça ne fonctionnera pas avec un autre, par exemple. Tu vois, ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître aussi. Mais l'idée de l'hypnose, c'est de mettre en évidence les ressources créatrices qui sont en soi. Et dans le processus intuitif, bien évidemment, c'est ça qu'on fait aussi. Quand moi je fais une lecture intuitive à quelqu'un, j'essaie d'amener la personne à se rendre compte de ce qui est derrière ses blessures. Il y a un potentiel évolutif. Et par les mots que je vais lui transmettre et par le soin énergétique, il y a une combinaison des deux qui va faire que la personne va finalement amplifier sa connexion avec le potentiel futur pour amener un changement plus important. Maja qui dit: Cela fait plusieurs années que je n'arrive pas à m'extraire de ma relation de couple actuelle. Je me demande si c'est pas parce que c'est une relation karmique. Euh, je te dirais que c'est un faux problème que de dire que c'est une relation karmique qui fait que je n'ai pas été capable de me libérer de ça. Parce que quand on dit ça, on est en train de se donner une irresponsabilité. Et quand je dis responsabilité, je ne veux pas dire, ben, on va se prendre un fouet puis on va se flageller pendant des heures parce que c'est notre faute si on n'est pas capable de faire telle chose, telle chose, telle chose. Je pense que c'est important de comprendre, c'est que l'idée de dire que c'est une relation karmique, ça fait référence à, mais parce que c'est une relation karmique, ben, c'est pour ça que je ne suis pas capable de m'en sortir. Alors que finalement, les faits, c'est pas ça. C'est que émotionnellement parlant, tu as des bénéfices à être avec cette personne-là, et que tu n'as pas identifié, mais tu as des bénéfices. Si tu es encore avec lui, c'est parce que tu n'as pas encore un niveau d'écœurement assez élevé pour te dire: je ne veux plus être avec lui. Donc, tu as encore un espoir que la relation puisse aller mieux, que ça puisse progresser, etc. Tu vois, donc si on ramène ça à un niveau concret, très, très tangible, et dans l'instant présent, on n'est pas en train de se demander si c'est relié à mon passé, X, Y, Z. On est en train de se rappeler que dans mon présent, j'ai une responsabilité présente face à ma relation et que j'ai le choix aujourd'hui de faire quelque chose. Quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pourrais me dire, ben tiens, j'ai envie aujourd'hui, à partir de maintenant, d'observer ma relation de couple. Je ne suis pas en train de vouloir la changer, je ne suis pas en train de vouloir me séparer de la personne. Je suis simplement en train de prendre le temps de me dire, tiens, j'ai envie de m'observer dans cette relation-là. Et c'est là, quelque part, qu'on commence à se rendre compte
que cette relation de couple-là, ben, peut-être qu'elle existe parce que moi, je donne du pouvoir à l'autre personne. Peut-être qu'elle existe parce que l'autre personne, ben, elle a du plaisir à prendre pouvoir sur moi aussi. Donc, il y a une forme de connivence qui s'effectue entre moi et l'autre personne qui fait que moi, j'ai l'impression de toujours dépendre de cette autre personne-là parce que j'ai l'impression de ne pas exister. J'ai pas l'impression d'avoir de la valeur. J'ai pas l'impression d'être belle, de m'aimer, de m'apprécier. Donc, je ne peux pas la laisser, cette personne-là, parce que si je ne suis pas belle, puis je me trouve pas belle, puis intéressante, mais c'est sûr que si je me retrouve tout seul, je vais être tout seul. Il n'y a personne qui va s'intéresser à moi. Donc, c'est la seule personne qui peut s'intéresser à moi. Puis, comme elle n'est pas super gentille avec moi, ben, je dois peut-être l'endurer parce que finalement, je suis pas mal moche. Donc, finalement, je vais devoir endurer ça. Puis, vous voyez, cette espèce de réflexion, qui est une réflexion finalement qui est complètement mensongère, qui est basée sur des croyances. Et c'est là qu'on fait référence à la cohérence cardiaque. Tu devrais essayer ça, Maja. 3 secondes inspire, 6 secondes expire, 5 minutes par jour, plusieurs fois par jour, et observez ce que ça fait. Pratiquer l'enracinement, c'est une autre façon aussi intéressante d'expérimenter une position de verticalité pour apprendre justement à se sortir de l'état qu'on s'est créé. Et c'est ça, quelque part, quand tu me dis la relation karmique, c'est une relation, en fin de compte, de routine que tu as développée avec toi-même, qui te garde dans l'incapacité de renouer contact avec ta vérité. Ta vérité, c'est que tu es une femme, je dis ça comme ceci, tu es une femme extraordinaire, tu mérites mieux, et quelque part, tu as envie justement que les autres le voient. Piège. Tu n'as pas à demander aux autres de voir que tu es quelqu'un qui mérite mieux. Tu as à te le dire toi-même dans ton miroir et à faire en sorte que tu mérites mieux. Tu mérites mieux, ça veut dire quoi? Moi, je m'aime. Dorénavant, j'ai envie de m'aimer et j'ai envie à chaque jour de faire des actions dans l'amour que j'ai pour moi-même. Et ces actions-là vont m'amener à quoi? Si je suis avec quelqu'un qui m'aime et que moi j'ai envie de prendre soin de moi pour m'aimer davantage, la personne qui m'aime, elle va faire quoi? Elle va dire, je suis tellement contente pour toi, Maja, que tu te donnes la permission de prendre soin de toi, parce que c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir de te voir plus heureuse. Si la personne, je prends soin de moi, puis la personne, quelque part, me dit des choses qui sont désobligeantes, qui ne sont pas valorisantes dans cette idée-là que je cherche à m'aimer davantage, on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de parler de relations karmiques pour comprendre, quelque part, que ce sont des relations, finalement, sont, qui sont toxiques. Les relations toxiques, c'est que si quelqu'un m'aime, il devrait être content de pouvoir me dire, mon Dieu, je suis tellement content de voir que tu es en train de changer, que tu es en train de prendre soin de toi, que tu es en train de t'aimer. Donc, c'est là quelque part qu'on doit comprendre quelque part que la toxicité, elle repose sur quoi? Elle repose sur d'une part, l'acceptation. Moi, j'ai accepté d'être intoxiqué. Cette personne-là ne m'a pas obligé d'être intoxiqué. C'est moi qui ai accepté l'intoxication. C'est moi qui ai accepté que ce qui m'était transmis comme information, ben, je l'ai toléré pendant X temps. Donc, on doit commencer à se rendre compte à quelque part que moi, j'ai peut-être plus envie d'être intoxiqué parce que j'ai envie, moi, quelque part, d'être apprécié et d'être aimé, puis que dorénavant, ben, je n'accepterai plus d'être intoxiqué. Tu vois? Et c'est là, quelque part, qu'on commence justement à se rendre compte. Puis si je ne me sens pas capable de faire ça parce que je me sens trop relié à cette personne-là, ben peut-être que je me dis, OK, je ne me sens pas prête, je vais peut-être aller consulter pour faire un travail sur moi, pour apprendre à me fortifier, à être capable de me dégager, être capable d'arriver à me sentir assez fort pour pouvoir faire le changement. Tu vois? Alors, tout ça, c'est pour moi, ça, c'est mettre en action quelque chose. C'est pas rester prisonnier d'une forme de fantaisie de l'esprit qui dit un jour, il va m'aimer, un jour, il va m'accepter, un jour, je vais le sentir apprécié. Tu vois, ça, c'est cette espèce d'idée qui fait qu'on est dans l'inaction parce qu'on se dit, un peu comme une pensée magique, que les choses vont se faire par elles-mêmes. Et ça, je pense que ça peut être un piège quelquefois d'envisager les choses de cette façon-là, tu vois. Alors, je ne sais pas si ça te parle, ce que je te dis, Maja, à ce niveau-là. Et que du coup, j'ai encore des choses à régler avec lui, que je ne suis pas encore allé au bout de ce travail. Mais oui, mais pour aller au bout de ce travail, ma chère Maja, la première chose qu'il va falloir que tu observes, c'est ouvrir les yeux à ce qui se passe en toi. Et ça, c'est la connaissance de soi. Tu vois, quand on parle de pleine conscience intuitive, la connaissance de soi, c'est quoi? C'est l'observation objective de quelque chose. Est-ce que tu es capable de dire objectivement comment tu vis cette relation-là? Parce que tu me dis, ça fait plusieurs moments que je n'arrive pas à m'extraire de la relation. Donc, tu sembles dire que tu voudrais t'extraire. Donc, si tu veux t'extraire, c'est que quelque chose ne va pas. Si quelque chose ne va pas, tu es sans doute en mesure de me dire qu'est-ce qui ne va pas. Et si tu es capable de me dire que quelque chose ne va pas, ça veut donc dire que tu es capable
de reconnaître quand dans toi, il y a quelque chose qui te blesse là-dedans. Il y a quelque chose qui te fait mal. Dans le fait que tu ne te sentes pas donc apprécié ou aimé ou quoi que ce soit par rapport à cette chose-là. Donc, la première chose, moi, ce que je te dirais, c'est l'observation. Et l'observation, c'est de te rendre compte quand dans toi, euh, moi, je pense fondamentalement, je vais dire ça de façon très crue, là, mais moi, je crois que tu t'aimes pas et que finalement, euh, le fait que tu t'aimes pas, ben, cette personne-là reflète le fait que tu t'aimes pas. Donc, tu te sens pas bien avec cette personne-là parce qu'à quelque part, tu ne t'aimes pas. Alors, quand on s'aime pas, ben, on peut pas envisager qu'on va être avec un autre homme un jour parce qu'on s'aime pas, on n'en vaut pas la peine, on n'est pas intéressant. On pourrait jamais envisager qu'on pourrait être avec un autre homme éventuellement. Donc, la première chose qu'on doit regarder, c'est pourquoi moi je ne m'aime pas. Alors, pourquoi je ne m'aime pas? Mais parce que j'attends que quelqu'un m'aime. Et là, dans la vie, la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle t'a amené dans ta vie, toi? Elle t'a amené quelqu'un qui t'a dit non, je ne t'aimerai pas. Puis là, ben, tu attends qui t'aime. Alors, là, c'est un bras de fer. Le bras de fer, c'est moi, je veux que quelqu'un me dise qu'il m'aime, ça me ferait une guérison. Puis l'autre personne, ben, elle dit non, moi, je t'aimerais pas. Je t'aimerais pas à quelque part. Donc, inévitablement, toi, tu es dans une position de dépendance envers cette personne-là et tu n'es pas capable de la laisser parce qu'il faudrait qu'elle t'arrive à te dire qu'elle t'aime. Puis toi, mais inévitablement, tu es malheureuse parce qu'elle ne te le dit pas. Donc, ça crée une situation malsaine. C'est là qu'on tombe dans l'intoxication. Hein. On devient intoxiqué dans la relation parce que on veut quelque chose que l'autre ne nous apporte pas, ne nous donne pas, et ça crée une situation inconfortable. Et tu vois, c'est ça un peu que je te dirais par rapport à ça. J'ai l'impression que tu dois maintenant avoir un genre de petit journal intime dans lequel tu commences à tous les jours à te dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer. Oublions la relation de couple, là. Oublions-la. Ramenons-nous vers l'essentiel. L'essentiel, c'est est-ce que je m'aime et qu'est-ce que je fais à chaque jour pour m'aimer. Puis, donne-toi aucune excuse, là. Je ne veux pas entendre parler de relations karmiques ou de ceci ou de cela, là. Tu n'as aucune excuse pour ne pas t'aimer. Point. Pour moi, c'est clair comme cela. Aucune excuse pour ne pas t'aimer. Ça veut donc dire que si tu t'aimes pas, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. Donc, à chaque jour, tu es en droit de te dire, est-ce que je me suis aimé ou je ne me suis pas aimé aujourd'hui? Si tu ne t'es pas aimé, c'est pas si grave que ça, parce que demain, tu pourras t'aimer. Donc, à chaque jour, tu peux changer ce regard-là. Mais c'est clair qu'il faut que tu apprennes à t'aimer systématiquement à chaque jour. Et c'est quelque chose que tu ne dois même pas te questionner. C'est ça que tu dois faire. Il n'y a aucune excuse à te donner. Et si tu veux donner des excuses, ben à ce moment-là, arrête de vouloir te remettre en question, puis accepte ce que tu vis tout simplement. Vis ta vie comme tu la vis présentement. À ce moment-là, ben, si tu n'as pas envie de t'aimer, tu vas rester dans cette situation-là. Tu ne seras peut-être pas heureuse, mais c'est le choix que tu auras fait à ce moment-là. Tu comprends? Tous les amis me disent que je devrais accepter de rester seul un moment. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui vont te dire plein de choses. Je pense que l'important, quelque part, Maja, c'est pas d'écouter tout le monde. C'est de t'écouter toi. Puis la première chose que tu dois faire, c'est de t'aimer. Et t'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, il y a un espace que tu vas te donner pour t'aimer. Par exemple, si tu travailles, parce qu'à un moment donné, les gens vont se mettre à travailler, là, euh, on a une journée qui dure un certain laps de temps. On commence à telle heure, on finit à telle heure. Puis à un moment donné, on se dit, bon, OK, après ce moment que j'ai fini, ben, je me donne une heure pour moi, seul. Je vais aller faire quelque chose, seul avec moi, dans lequel je vais prendre soin de moi. Tantôt, tu fais référence à ton corps, mais ça pourrait être de dire, mais tiens, je vais aller faire de la méditation, faire un peu de sport, me faire masser. Vous voyez, je vais prendre soin de moi. Donc, ce temps-là, c'est un temps sacré. J'ai une journée de travail et systématiquement, j'ai un temps pour moi. Ce temps-là, j'ai pas envie de faire du sport, je médite. J'ai pas envie de méditer, je m'étends puis je relaxe. Mais c'est un temps pour toi. C'est un temps qui t'est donné, que tu te donnes en fait, et dans lequel tu te donnes de l'amour. Tu as envie d'aller voir un film, tu vas aller voir un film. Tu fais ce que tu veux, mais dans ce temps-là, c'est un temps à toi. Mais moi, je pense que juste faire ça, c'est de te ramener à quelque part vers tes propres peurs. Tes propres peurs par rapport à quoi? Ben, tes peurs de dire que si je commence à penser à moi, j'ai l'impression qu'à quelque part, je suis méchante, je ne suis pas correct, je ne suis pas gentille. Tu vois? Et c'est là, quelque part, que tu vas commencer à te rendre compte quand dans toi, il y a un manque d'amour. Et ce manque d'amour-là, il va falloir que tu en prennes soin, c'est certain, là, tu vois. Oui, mais ça me te renvoie à l'expérience du passé que j'ai pas envie de revivre. Mais oui, mais justement, réinvente ta vie. Et réinventer sa vie, c'est te donner la permission justement de commencer à reconnaître quand dans toi,
il y a des étapes que tu dois reconnaître. La première étape, c'est juste de penser à toi pour te donner de l'amour davantage. Si tu te donnes ça, ben moi j'ai l'impression que ce serait déjà un point de départ pour commencer à te rendre compte quand dans toi, il y a une femme qui a envie de s'aimer, mais qui, qui n'a pas appris justement à l'assumer. Alors, quand on s'aime, à moins que tu te rends compte que tu vas te sentir mal de t'aimer. Tu vas te sentir mal de faire des choses pour toi. Parce que les gens autour de toi ne vont pas te valoriser là-dedans. Ils vont même te faire sentir mal à l'aise de ça. Et toi, tu vas devoir devenir consciente de la dynamique. C'est-à-dire, hey, moi, je suis en train de prendre soin de moi, je suis en train de m'aimer, et les gens qui sont autour de moi, ils me reflètent que c'est pas correct ce que je suis en train de faire. Mais moi, je sais que c'est correct. Et moi, je sais que c'est important pour moi et que c'est non négociable. Donc, je ne vais pas nourrir ces personnes-là dans leur discours ou dans ce qu'ils vont me dire, parce que moi, je vais rester sur ma position. Ça, c'est ce que j'appelle la verticalité. La verticalité, c'est je ne perds pas pied parce que justement, je veux à quelque part plaire ou faire plaisir à l'autre. Je reste dans ma position, que j'ai choisi de m'aimer et que je me donne le laps de temps suivant pour m'aimer et que c'est non négociable. C'est un temps que je me suis donné avec moi-même et je ne peux pas faire autrement de le faire parce que je m'aime. Oui, ça c'est pas grave, Maja. J'essaie de me donner de l'amour, mais j'ai du mal. Oui, bien sûr, on a tous du mal. Ne t'imagine pas que c'est plus facile pour moi et pour les autres. On a tous du mal à se donner de l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas socialement valorisé de toute façon. On est toujours confronté à devoir finalement tenir compte de plein de choses qui font que c'est facile de s'oublier. Puis, je pense que si toi, tu te développes une entente avec toi qui te dit, ben moi, j'ai envie de m'aimer, moi, j'ai envie de prendre soin de moi, et que oui, j'ai du mal, mais que oui, et quelque part, je ne serai peut-être pas toujours capable, puis que oui, et quelque part, je ne serai pas toujours dans une position où je vais me sentir à l'aise à le faire, ben c'est pas grave. Tout ça n'est pas grave. Si tu me dis, par exemple, que dans un mois, dans 3 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, si tu as fait ce travail-là que je te propose de faire, dans 5 ans, tu risques de reconnaître à quelque part que tu as développé une plus grande estime de toi. Cette estime de toi, qu'est-ce qu'elle va t'amener à faire dans un an, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, qu'importe, ça va t'amener à te dire, hey, je m'aime, je m'aime de plus en plus, puis j'ai de moins en moins envie d'aimer quelqu'un, par exemple, qui ne me donne pas un accord en échange de l'amour qui me convient. Et c'est là quelque part que tu vas commencer justement à te rendre compte quand dans toi, il y a toute la honte. La femme qui est honte, là, finalement, je vais te la décrire, Maja, c'est la femme qui se trouve belle, qui se trouve sexy, qui se trouve intelligente, qui se trouve merveilleuse et fantastique, mais qui a tellement honte de l'assumer, qui est tellement dans la honte d'assumer ça parce qu'elle se trouve une fille facile. Ainsi, était une fille qui était super bien à son corps, qui était super en harmonie avec elle-même. Je serais une femme, à quelque part, qui aurait tous les hommes. Et j'ai tellement honte de ça parce que je trouve ça tellement superficiel d'être cette femme-là que je ne veux pas être cette femme-là. Donc, j'aime mieux me retrouver dans une position qui n'est pas acceptable pour moi parce que la position que je pourrais avoir, le potentiel, me plaît pas. Donc, je ne veux pas être ça. Maintenant, si je reprends l'exemple de ça. Si j'étais super belle, que je m'aimais beaucoup, que plein de gens s'intéressaient à moi, ben, j'aurais des relations qui pourraient être plus riches parce que ça voudrait dire que j'aurais plein de personnes qui se présenteraient à moi et moi, je pourrais choisir la personne qui me conviendrait parmi ces personnes-là et j'aurais l'opportunité de dire, ben oui, moi, me sens belle, j'ai pris soin de moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un que je trouve beau, qui me plaît et j'ai envie d'avoir des échanges profonds qui sortent de la beauté. J'ai pas envie simplement qu'on se regarde et on se dit on se trouve belle puis on se trouve beau. Ça m'intéresse pas, moi. Moi, ça m'intéresse, c'est la profondeur. Mais j'ai envie d'être belle. Et c'est ça qui est pas ta dualité. Toi, tu as l'impression que la beauté physique est quelque chose qui va à l'encontre de la beauté intérieure. Et c'est pas vrai. C'est une fausseté absolue. Absolue, complètement. On peut être beau de l'intérieur, beau de l'extérieur. C'est pas quelque chose de défendu. C'est quelque chose, à quelque part, qui peut être juste beau, simplement, à valoriser. Quand on peut se sentir bien à son corps, puis bien à son intérieur, c'est quelque chose de merveilleux. Et tous les êtres humains, c'est ce qu'ils recherchent, en fin de compte. Puis quand on parle de beauté, je ne fais pas référence à des critères esthétiques. Je fais plus référence à des critères simplement de dire je me sens bien avec moi et je dégage quelque chose de beau en moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant pour toi de valoriser à ce niveau-là. Donc, c'est ça que moi je t'inviterais à faire, c'est de prendre le temps de prendre un papier et un crayon puis de définir justement qui ressemblerait cette femme-là, justement. Hein, c'est une femme qui est sexy, c'est une femme qui se trouve belle, c'est une femme qui est intelligente, qui se sent bien dans sa vie, qui est heureuse,
Et ça serait bien que tu prennes le temps de dire comment tu la vois, cette femme-là, comment tu la ressens dans ton corps et comment tu l'entends dans toi, pour bien mettre en évidence justement que cette femme-là, elle devienne positive à tes yeux. Ça veut donc dire que le potentiel qui est en toi, tu vas commencer à lui donner une attribution positive. Et si tu commences à lui donner une attribution positive, tu as beaucoup plus de chances de diriger dans cette direction-là que si tu restes accroché à des faussetés, comme on l'a vu, dans lesquelles tu te dévalorises et dans lesquelles tu ne te vois pas positivement. Tu vois, c'est ça un peu le piège dans lequel tu es. Comme tu ne te vois pas positivement dans ce potentiel-là, tu le rejettes et tu ne sautes pas changer parce que tu conscientises que c'est pas une bonne chose d'être comme ça. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui est la première chose que tu dois apprendre à faire dans ta vie maintenant. Donc, j'espère que ça t'a aidé, Maja, par rapport à ça. Écoutez, je pense qu'on a pas mal complété, à moins qu'il y ait peut-être une dernière question qui pourrait venir. Sinon, ben, j'espère que vous avez apprécié ce petit partage. Ben, c'est ça. Relis-toi, j'ai l'impression de ne pas avoir le droit d'être belle, aimable, etc. Ne pas avoir le droit. Tu t'entends? Ne pas avoir le droit. Reprends ta phrase en disant j'ai le droit d'être belle, aimable, etc. J'ai le droit. Et le droit de quelle façon j'ai le droit? Ben, c'est parce que je me donne le droit. Je me donne le droit parce que je suis responsable de ma vie et j'ai envie, moi, de me sentir comme ça. Et dorénavant, je serai comme ça parce que je vais me donner les moyens de le faire. Et c'est ça, quelque part, qui va faire que tu vas pouvoir changer ta vie à ce niveau-là. Tu vois, je pense que c'est important de pouvoir faire une démarche de cette façon-là. Oui, merci Florent. Ce qui me dit oui, très beau partage, Sylvain, tellement sympa de ta part. Ben, tant mieux si c'est sympa. Je ne sais pas si je suis sympa, mais l'idée, c'est de faire progresser, de faire avancer, donc de chercher à cheminer. Donc, j'espère que que vous avez pu apprécier ce petit webinaire-là dans lequel donc j'ai mis en évidence un peu cette notion de verticalité et qu'on a tous entre nos mains, en quelque part, notre vie et qu'on peut en faire quelque chose de beau, quelque chose de très beau et quelque chose de merveilleux. Et on a ça entre les mains. Donc, c'est une belle responsabilité. C'est quelque chose d'excitant, je pense, d'envisager qu'on puisse faire de notre vie quelque chose de merveilleux, quelles que soient les circonstances de notre vie, quelles que soient les circonstances de ce qui nous entoure. Hein, on peut envisager notre vie différemment, avec un regard peut-être plus accompagnant et plus de compassion, plus d'amour envers soi. Alors, c'est ce que je vous souhaite, hein, de tous ensemble, on puisse se sortir de ce confinement dans la joie et dans le bonheur, d'avoir enrichi notre être, hein, de belles expériences intérieures qu'on a pu faire à travers ce confinement-là pour nous permettre de maintenant l'actualiser dans notre monde extérieur. C'est ce que je nous souhaite. Alors, je vais donc m'arrêter ici. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Il y a donc un replay qui va vous être, comme d'habitude, il est retransmis dans la chaîne YouTube et je vais vous envoyer un mail en début mai probablement dans lequel j'aurai le lien du webinaire pour ceux qui sont intéressés à le revisionner. Sinon, ceux qui sont plus pressés, ben, normalement, d'ici 48 heures, vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube également. Merci beaucoup Sylvain, merci à Maja pour tes questions, ça m'a permis de réentendre ce que j'ai à faire. Belle fin de journée et soirée à tous. C'est très bien Sophie, Flo et tous les autres. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée selon le moment que vous allez visionner ce webinaire et à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.